Bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de Course épique. J'ai le plaisir, comme vous l'avez probablement déjà entendu, d'être en compagnie ce soir d'Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Salut Alex. Hello Guillaume. Je suis rare dans ton podcast. C'est vrai que ça vraiment. faisait au moins 3 semaines qu'on n'avait pas échangé, Ouais, je pense. Exactement. T'as bien réveillonné, ça va c'est quoi la chose dont t'as le plus abusé là, sur ce tunnel de réveillon, puisqu'on est le 27 décembre aujourd'hui? Niveau bouffe de tout, mais en termes d'hydratation, je suis repassé au rhum. J'ai redécouvert le rhum cet hiver, qui m'avait rendu fou quelques fois dans mes années étudiantes. Donc je me l'étais interdit, et là j'ai redécouvert le rhum, donc j'ai passé un réveillon agité, on va dire. C'est quoi le meilleur accord mais rhum? C'est-à-dire? Avec quoi il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger avec du rhum? Non, parce que là, le C'était rhum venait digestif. en digestif. Le Il trou, venait principalement en le digestif. trou martiniquais? Ouais, Martiniquais C'est Martiniquais tu peux, t'en as un peu Non, on en a partout, à La partout, ouais. Réunion. Ah, le trou réunionnais aussi. Beaucoup dans les îles, mais ouais. Le trou, il est. franchement. On va s'arrêter là-dessus. Exactement, Pour c'était le rhum de fâcher Noël. personne. Alex, pour la petite histoire, on enregistrait chez toi il y a un an, quasiment jour pour jour. Là, j'ai regardé dans mes archives, on était le 26 décembre. On faisait à ce moment-là le bilan de tes 3 années précédentes de course épique. Donc l'histoire se répète à nouveau en cette fin d'année, puisque cette fois, j'ai le plaisir de te recevoir chez moi. On va y parler du TSP, qui ne veut pas du tout dire le trail des sapeurs-pompiers. Et pourtant, tu en aurais bien eu besoin, je pense, pour éteindre l'incendie intérieur qui devait vivre en toi là, pendant ton aventure au Chili, que tu vas nous raconter aujourd'hui, qui est le Speed Project Atacama, TSP. C'est ça le sens de cet acronyme. Je vais en défleurer un tout petit peu le principe. Donc, c'est une course qui s'étire sur environ 500 km à travers le désert d'Atacama au Chili, réputé pour être le désert le plus aride du monde. Ce défi se distingue par l'absence de règles strictes et l'autonomie des coureurs dans le choix de leur itinéraire. Le principe est élémentaire, partir d'un point A, qui est Iquique, que j'appelle parfois Ekitike, comme le joueur du PSG, mais c'est vraiment Iquique, il ne faut pas se tromper. Il faut rejoindre le plus vite possible à un point B, qui s'appelle San Pedro de Atacama, et courir, c'est pas mal pour aller le plus vite possible. En tout cas, ça a bien marché pour toi. Tu vas avoir le temps de détailler tout ça, Alex, de nous raconter bien plus en détail que moi cette course. Voilà, cet épisode il va être assez original, vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Il y a des innovations, puisque voilà, il y a une première dans Course épique, puis je pense dans les podcasts sport, on va utiliser un son binaural sur certains passages de cet épisode. C'est une méthode de captation de son qui est adaptée à la morphologie de la tête humaine. Donc c'est une technique d'enregistrement qui garantit une restitution en 3 dimensions, totalement naturelle, et une spatialisation incomparable avec un casque ou avec des écouteurs. Je lis un peu la notice de binaural ou la fiche Wikipédia. C'est très posé, mais au moins comme ça le mérite d'être clair. C'est mieux dit que si j'avais moi eu à le formuler avec mes mots. Donc voilà, j'espère que vous en avez déjà profité. Le but du jeu, c'est que vous ayez l'impression d'être assis avec nous là juste à côté. On a de la place pour plein de monde, donc on est ravis d'imaginer que vous puissiez être assis à table à côté de nous aujourd'hui avec Alex. De l'originalité, ce podcast va aussi en faire preuve avec son thème. À projet atypique et coureur hautement singulier, il n'aurait pas été possible de traiter cette course ô combien épique de façon traditionnelle. On va donc vous inviter aujourd'hui à partager avec nous un plateau télé en mode vidéo club. Donc plutôt que de vous faire vivre de façon chronologique ce TSP et cette aventure hors norme, on va l'évoquer par grands thèmes successifs. Chacun de ces thèmes sera mis en perspective avec un film auquel il nous a fait penser. Je te demanderai donc, Alex, je vais te faire bosser de piocher successivement 10 noms de films pour lancer à chaque fois les débats et nous donner à explorer un thème fondateur de ton aventure. Ça te va ? Ouais, parfait, parce que c'est une histoire que le TSP, parce qu'on est obligé de le prononcer à l'américaine, Ouais. parce que c'est un ricain qui l'a inventé ce truc-là. Depuis que j'essaye de l'expliquer, je dis à tout le monde que j'arrive pas à l'expliquer, parce qu'en fait, il y a qu'en le vivant que tu peux réellement comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là. Et quand on en a parlé tous les deux, on a eu cette idée d'utiliser des films pour donner des sensations, des feelings, des images qui parlent à tout le monde pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est. Donc ouais, je suis très très chaud pour ça. Au niveau du son, je suis impatient de voir la qualité que ça va avoir. Je suis impatient d'écouter ce propre épisode. Donc je me parle à moi-même là quand j'écouterai ça en train de courir. Parce que tu as dit que ça sera totalement naturel pour les auditeurs, mais pour nous là actuellement ça l'est pas du tout. Alors là il faut savoir qu'il y a à peu près 12 micros et il y a un mec, il a des écouteurs dans ses oreilles et il nous regarde et on doit faire semblant qu'il est pas là. Ouais. Donc ça c'est franchement Alors que pourtant on te voit, Hervé. c'est encore une nouvelle expérience. Il cligne de l'œil, il est avec nous. Alex, comme on est des gourmands, on va aussi, au fil de nos échanges, sûrement laisser place à des breuvages, on l'a entendu déjà, mais à quelques mets aussi
d'Amérique du Sud. Voilà, c'est Empanadas au menu ce soir pour nous accompagner. Donc là, tu arrives de ta course, dès que tu as un petit coup de faim, on fera une pause ravito. Ça te va? Parfait, parfait. Putain, je suis étonné que tu pas fait le jeu de mots des mets locaux. Parce que tu Ah vois, ouais, les mets locaux. Ouais. des mets un peu fous en Exact. espagnol, locaux. Donc, Ah, bien ouais, joué. franchement, incroyable. Je viens de le trouver là. Incroyable. Je crois que je C'est vais. Oh, dans les bronzés, ça, les mets locaux? Non, c'est dans quoi les mets locaux? non, un mets local, des mets locaux, je sais pas d'où ça Ah, vient, mais c'est c'est une réplique dans un film. J'adore les mets locaux. les Les mets quoi? locaux. Les mets locaux. Bon, bah écoute, Alex, let's go. Let's go. Moteur, action, Feu. ça tourne. On va donc commencer avec le premier film, Alex. Je vais donc te faire bosser, comme je te le précisais juste avant. Il va falloir que tu pioches le nom de ce premier film. Voilà, la petite pioche est devant toi. J'ai mis des numéros, donc je pense que tu devrais y arriver. Ok, alors c'est assez facile. Alors le premier film est un film que déjà j'ai vu, donc ça va aider, parce que je pense qu'il y en a que j'ai pas vu. C'est Projet X, film américain étudiant par excellence, qui est le film de, comment dire, il y a un mec qui se dit, je vais faire une teuf. Qui invite quelques personnes et puis finalement il y a vachement plus de monde qui y vient et entre ce qu'il s'attendait à avoir et ce qu'il a eu, il y a un différentiel de masse. De 500 personnes en l'occurrence. De 500 personnes, Ouais. tu as le décompte. Exactement. Donc Projet X, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce thème, c'est ce côté un peu pirate, pas de règles, qui est vraiment purement l'esprit de ce TSP. On va avoir l'occasion justement d'expliquer un peu mieux le principe de la course en rentrant par ce film-là. C'est un film de Nima Nourizadeh, qui est un réalisateur anglais et qui date de 2012, voilà, film américain. Donc voilà, le principe, c'est trois lycéens qui décident de sortir de l'anonymat, de faire une petite fête. Ils ont pas mal d'ambition sur la fête et voilà, rien ne les a vraiment préparés à la soirée qu'ils s'apprêtent à vivre. C'est le synopsis du film, donc ça se veut être très énigmatique. La rumeur se propage rapidement tandis que les rêves des uns s'effondrent, les résultats scolaires des autres dégringolent et des légendes se forgent. Voilà, on aura l'occasion un peu d'étayer. Je te propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film. Là, je suis chaud. Elle est pas du tout calée, mais ça va être prêt. Donc je lance la bande-annonce. Moi, j'ai pas vu le film, donc je connais le principe. Je l'ai mais vu j'ai sur pas le Gaumont des Champs qui vient de fermer là. Ok. Souvenir. 2012, tu l'as vu au ciné quand il est sorti? Exactement, ciné quand il est sorti. Pleine époque étudiante, là j'étais en plein dedans. Je pense qu'on a picolé dans le cinéma de souvenirs. Faut pas le faire, c'est pas bien. Vas-y. Ça pourrait aussi marcher pour la soirée de fin de TSP. Ça ressemblait drôlement à ça quand même. Une voiture dans une piscine, Et donc normal. chaque image c'est de l'inattendu quoi. Et puis là ça part un peu en couille avec un mec avec un lance-flamme, il y a pas de problème. Tu t'en souviens du film? Ouais, vite fait. Ouais. J'avais oublié à quel point j'avais aimé ça quand j'étais teenager et à quel point maintenant je trouve que c'est un truc de teenager. Ouais. Il faudrait me payer là pour y aller, je pense. Ok, la soirée est complètement dégénérée. Si on devait faire un parallèle entre le film, là, entre Projet X et notre sujet de TSP en une phrase, c'est quoi le lien? Le lien, attends, je vais essayer juste de mettre des mots, mais pour moi c'est l'esprit pirate, l'esprit d'un total univers inattendu, et il va se passer plein de choses inattendues, et on le sait au moment où on le déclenche, et au moment où on rentre et on accepte la règle du jeu, et on a beau l'avoir accepté cette règle du jeu, à chaque fois qu'il y a un truc inattendu qui se passe, on sait que c'est pas le dernier, et genre ça ne va jamais se terminer, il va tout le temps se passer des trucs encore plus fous à chaque moment. Donc il y a ça. Il y a d'abord l'aspect pirate, l'aspect de moi j'apprends 3 ou 4 mois avant par un biais que je dirais pas trop, mais j'apprends que j'ai la possibilité de participer à un truc comme ça dans le désert d'Atacama qui fait 500 bornes. J'ai pas plus d'infos que ça. Et on me propose de rencontrer ce mec, cet américain Niels, de faire un Google Meet avec lui pour qu'il m'explique qui il est, pourquoi il fait ça, pourquoi son kiff c'est d'envoyer 7 mecs dans le désert au Chili. Et donc je me renseigne pas sur lui. Lui, a priori, c'était un peu plus se renseigner sur moi parce que j'étais monsieur 10 000 bornes pour lui. Et donc, a priori, il avait déjà cerné un peu le truc. Non, et en fait, voilà, il m'explique que c'était un mec qui bossait dans une agence de pub, une agence market aux US, qu'il a fait un gros craquage à un moment, mais qu'il a réussi à revendre sa boîte. Que maintenant il a pas mal d'argent et qu'il s'éclate parce que là où il avait énormément d'excès et de vices liés à l'univers de la publicité,
Je sais pas Euh, de quoi tu parles. Personne ne voit de quoi on parle. Il a réussi à. En fait, voilà, il s'est servi du running pour disparaître de ça et pour. Lui-même courait. Il courait à partir du moment où il a basculé, quoi. Il a basculé de un excès absolu vers un autre excès qui était le running. Donc moi, il y avait une totale résonance en moi là-dessus, et je comprenais totalement, l'histoire qu'il me racontait. Et par contre, lui, il est allé pas au bout, mais il est allé vachement plus loin dans l'excès, au point de, il y a 10 ans, il a commencé à organiser le premier Los Angeles Las Vegas, le premier TSP, pour le prononcer à la française. Même système, mais dans le désert du Nevada, avec X coureurs solo, qui étaient grosso modo lui et ses potes, en se disant, bon, ouais, c'est peut-être possible d'aller d'une ville à une autre en courant. Et donc ça fait 10 ans qu'il l'organise, il a développé 2 formats, un format solo et un format par équipe qui part un peu plus tard en relais. Et il s'est trouvé qu'il y a 2 ans, il y a un des participants qui est un Chilien qui s'appelle Max, qui lui a dit faudrait absolument exporter ça ailleurs, on devrait exporter ça au Chili, dans le désert d'Atacama, parce que voilà, on le connaît par cœur maintenant, le désert du Nevada, ça sert à rien, c'est trop simple, on est aux US, il y a trop de gas stations, il y a trop de 7-Eleven, enfin c'est trop facile ici, faut qu'on aille le faire à un endroit où too easy ne fait pas partie de la règle de base. Et donc, il a proposé de partir de là où habitent ses parents, c'est-à-dire à Iquique. Et ils ont essayé de se dire, bon, jusqu'où on peut aller, quoi. Qu'est-ce qui serait inimaginable de faire. Et donc, c'était Iquique San Pedro. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête réellement là. C'est pas plus d'organisation que tu vas du Iquique à San Pedro. Tu pars du skatepark à 4h du matin le lundi. Tu dois arriver le dimanche avant la pool party. Le reste, il y a 2 règles. Première règle, no rules. Deuxième règle, no spectators. Point. Et tu n'auras pas plus d'infos que ça. Donc tu termines un Google Meet 3 mois avant à pas avoir plus d'infos que voilà, il faut que tu sois au skatepark à 4h du matin et il faut que tu sois à San Pedro de Atacama avant dimanche. Tu avais pris ta décision là tout de suite à l'issue du Google Meet? Je l'ai prise avant, moi, à partir du moment où ils m'ont dit, ça te dit d'aller faire un truc de 500 bornes dans le désert, j'avais déjà pris la décision, c'était sûr, j'avais trop envie d'une expérience comme ça. Après, la seule vraie problématique que j'avais, c'était que forcément, moi, toute l'année était déjà remplie d'ultras, donc j'ai dû le caler entre 2 ultras, je l'ai calé entre, c'était quoi, juste après la Diag, juste après le Koulamamen. Koulamamen. Et Saint-Élion, ouais. Ouais, il y a eu Diag, Koulamamen, Chili, et la semaine d'après, il y avait Saint-Élion. Donc j'ai dû juste me démerder pour le caler au milieu. Donc que ce soit avec les congés au taf ou physiquement pouvoir le rentrer. Voilà, ça c'était une autre histoire, une autre gestion de l'inattendu. Mais donc il y a eu ce truc 3 mois avant et après il y a qu'est-ce que tu construis dans ta tête pour te dire je vais partir de l'autre côté de la terre, je suis jamais allé aussi loin dans un désert. Tu tapes désert d'Atacama sur YouTube, tu tombes sur Fred et Jamy et une vraie émission, il y a une émission là-dessus où il t'explique que c'est l'endroit le plus aride de la terre, etc. Ah oui Jamy et qu'il n'a pas plu depuis 8 ans là-bas. Et tu dis ok, donc c'est vraiment Et là t'as toujours qu'on va. envie d'y aller. T'as toujours envie d'y aller. Encore En fait, plus. tant que tu sais pas, voilà, c'est vraiment ce truc-là. C'est la vraie phrase. Je crois que je l'ai déjà dit en plus dans Course à pic, mais c'est la phrase de Mark Twain là. C'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Tu sais pas que c'est impossible. Tu sais qu'il va y avoir de l'inattendu. 3 mois, t'es encore assez loin pour pas avoir à stresser. Tu te dis, ouais, de toute façon, j'ai le temps, je pourrais gérer ça la semaine d'avant. Et puis, plus ça avance, plus tu te rends compte qu'il faut quand même que tu t'organises un minimum parce que effectivement, il n'y aura pas de ravito tous les 15 bornes, comme sur un UTMB, une Diag, les Templiers, comme sur n'importe quelle course qu'on connaît. Là, cette fois-ci, c'est vraiment comme ce que j'avais vécu un peu plus tôt dans l'année avec le Paris-Plage, avec Loïc, mais en version française. Donc, des villes et des cimetières où on peut boire de l'eau facilement. Là-bas, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cimetière, il n'y a rien. Donc, comment on organise ça en plus sans avoir aucun feedback de participants parce que jamais personne ne l'a fait, sans avoir un roadbook, sans rien avoir en fait, en se débrouillant. Donc, c'est un côté aventure que moi je n'ai pas. Moi, je suis un Parisien qui prend le métro, qui est mon passe Navigo. Enfin non, je l'ai plus. Mais je suis habitué à avoir des repères, des facilités et quelque chose qui m'assiste dans la vie tout le temps. Reprendre la main sur l'inattendu, ça je l'ai pas quoi. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai Projet X dans la tête, c'est que les gamins qui organisent leur soirée, très bien, ok, une soirée on l'a déjà fait, on le fait dans une maison, pas de problème.
mais en fait, tu peux jamais t'attendre à ce qu'il y ait 500 personnes. Ben moi, je pouvais pas m'attendre à ce que c'était réellement 500 km et le désert qui va avec ça, quoi. Il y a une notion qui est fondamentale dans cette course, c'est une course en solo, mais il y a le point de l'assistance. C'est quoi les principes, les grandes règles? Je pense qu'il y a des configurations assez variables sur les crews qui entouraient les coureurs. Vous étiez 7 cette année, c'est ça? Alors, il y avait 7 coureurs au Solo. départ, 2 femmes et 5 hommes. Euh, les profils de ces gens-là, ben moi, en fait, ça m'a fait dire que ben en fait, quand il n'y a que des fous autour de toi, au moins, t'es pas fou. Voilà, tu te sens pas différent. Voilà, je me suis rendu compte que ailleurs sur Terre, avec des gens qui vivaient dans d'autres villes, qui avaient d'autres cultures de vie, d'autres façons de vivre, d'autres principes de culture, ben, on pouvait avoir fondamentalement la même passion et le même amour de la borne et le même amour de l'ultra-endurance. Et donc c'est l'état d'esprit, enfin, c'est aussi un état d'esprit qui est commun en gros, c'est ça ouais, tu le sens. Tu le sens que c'est des gens qui aiment autant que moi courir et courir très longtemps et qui aiment pas la douleur, mais qui aiment avoir un seuil de douleur élevé, qui aiment y résister en tout cas. Et pourtant, on est très différents quand tu nous regardes les uns les autres physiquement et dans nos rites et dans notre culture, on est très très différents. Donc non, il y a ça. Et donc on est 7 au départ. Les crews, alors comment ça se passe? Disons que moi j'ai un sponsor qui est autant à l'arrache que moi. Donc ça c'est vraiment, en fait ça me fait plaisir. D'une certaine manière ça a rendu l'histoire encore plus belle. C'est qu'à la base donc Salomon qui m'a financé pour ce projet, il devait m'envoyer 3 personnes, je crois que c'est des Américains, un vidéaste, un photographe et un pilote de drone pour faire de l'image, parce qu'effectivement c'est très très beau là-bas, donc on allait avoir des images de dingue, et qui le jour d'avant ou le matin du départ te disent ah ben non on a eu des problèmes de visa, finalement nous on peut pas venir. Et donc là tu te passes de waouh je vais avoir le documentaire de l'année à il faut qu'on trouve des GoPro très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on n'est que 2 au final, donc c'était moi et ma compagne, moi et Charlotte. Et donc nous on est parti sur une configuration de simple, c'est on est 2, on se débrouille et voilà. Voilà notre configuration. 2, on se débrouille et un pick-up. Les autres étaient un petit peu plus armés, c'est-à-dire qu'ils allaient être entre le coureur plus entre minimum 2 et max ils étaient 4 ou 5 personnes pour un coureur. Ce qui permet que, à l'inverse de nous, eux, ils pouvaient avoir plusieurs pilotes, des gens qui paissaient, qui couraient avec le coureur. Ils pouvaient en même temps qu'il y ait quelqu'un qui conduise, quelqu'un qui prépare la bouffe, quelqu'un qui est en train déjà de faire les communications, de quelqu'un qui est en train de faire la vidéo, qui est en train de monter, qui est en train d'envoyer. Nous, on n'avait rien en fait. Enfin non, à l'inverse, j'avais tout. J'avais une Charlotte assistante qui me faisait aussi bien le pilotage, la cuisine, la gestion mentale, les rations de ravitaillement, parce qu'il fallait rationner, parce qu'on ne savait pas si on partait au final pour si ça allait vite 4 jours, si ça allait moins vite 7 jours. La sécurité, le guidage, du community management, de la prise de vidéo, de la prise de son, des courses. Tu vois, j'avais quelqu'un qui gérait tout, et effectivement à refaire, moi j'ai vécu la plus belle aventure, et j'ai l'impression que Charlotte, c'est la façon dont elle me décrit, elle a vécu aussi la plus belle aventure humaine et à 2 qu'on peut vivre. Mais à 2 c'est se mettre une épine énorme dans le pied avant de partir courir 500 km, de partir déjà à 2. En étant ne serait-ce que 3 ou 4 ou plus, ça pourrait être un autre modèle. Elle pouvait te suivre en temps réel, elle avait une idée de là où tu étais, ou vous aviez des points de passage que vous imaginiez? En fait, c'est ça, tu vois. Avant le départ, tu sais pas, on s'était dit, je sais pas, on verra. De toute façon, on verra sur le tas comment ça fonctionne. On ne savait pas trop. Moi, j'avais. T'avais un itinéraire, vous avez tracé quand même, c'est possible de faire ça, d'imaginer, ou il y a une théorie qui ne survit pas après à la réalité des Alors, choses? le premier truc, c'est qu'en tant que bon Parisien, tu vois, comme là, moi j'ai tapé l'adresse ce soir, j'ai demandé à Google Maps qui m'amène, et je le vois sur une trace, sur une carte, et je suis à peu près la carte, quoi. Là, même concept, on a tapé Iquique dans Google, on a tapé San Pedro de Atacama, on a vu qu'il nous faisait prendre grosso modo une autoroute sur 80 bornes, puis une autoroute pour rentrer dans le désert sur 50 bornes, puis la panaméricaine, c'est l'autoroute qui traverse
du nord de l'Amérique jusqu'au sud. Donc que les grands axes, t'as pas d'alternative ou... Enfin, vous, il se trouve que vous avez peut-être pris à un moment des chemins de Mais en traverse, fait, mais en tout cas, il n'y a pas tellement d'alternatives. Ok. Le désert est relativement peu fourni en infrastructure routière. Là-bas, grosso modo, c'est des grosses autoroutes qui traversent, qui vont d'une ville à une autre. Généralement, c'est séparé de 200 à 300-400 km entre chaque ville, ou entre villes, ou entre grosses factories, grosses mines de cuivre. Donc l'ambiance sur les autoroutes, en fait, c'est pas du tout une autoroute comme on a en France. C'est juste une double voie avec une ligne droite qui peut aller de 20 km à 90 km selon les endroits. Des camions H24 qui font passer les camions français pour des Twingo. Ça roule vite, ça roule fort. Il n'y a pas de station essence, il n'y a rien en fait à part la route. Donc c'est un peu l'ambiance. Et comment tu t'organises avec ton crew dans ce cas-là? Bah, tu choisis, à toi de voir la règle. Moi j'étais parti sur un système avec Charlotte qui était qu'on essaye de toujours avoir une fixation visuelle l'un l'autre. Donc max, on pouvait pas s'éloigner à plus de 2 km l'un de l'autre parce que ne plus se voir, c'était perdre pour moi une ligne de vie, et c'était pareil, c'était perdre moi. C'était perdre le truc qu'elle devait protéger. Et concrètement, c'est-à-dire qu'elle s'arrêtait sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes tous les 2 km pour te Bah, voir, ou parce qu'elle pouvait pas rouler, j'imagine. Elle s'arrêtait en fait sur les bandes d'arrêt d'urgence, et elle partait un petit peu dans le désert parce que tu peux pas rester, c'est trop dangereux sur la bande d'arrêt d'urgence. Je me rappelle plus de la stat en France. Au bout de 15 minutes, t'es déjà mort. Là, globalement. Je crois que périph' c'est 7 minutes. Ouais, sur ouais, périph' tous les jours. Et là-bas, en fait, Piéton, le problème, c'est que c'est des camions de je sais pas combien de tonnes qui arrivent lancés pleine balle avec des mecs qui font que des lignes droites H24, donc qui sont à un niveau d'attentif pas terrible. Donc le danger routier est sincèrement énorme. Mais donc oui, en fait, elle tentait de garder au moins un contact visuel avec moi. Moi, j'essayais de tenter un contact visuel avec la voiture, mais il y a des moments où on se perd. C'est des moments qui sont terribles parce que en fait, moi je perds le truc qui va me permettre de survivre dans le désert. Et tout de suite, tu t'imagines le pire parce que tu es dans un univers où tout est hostile, donc tu t'imagines le pire tout de suite, aussi bien pour moi que pour elle. Donc non, ça rajoute un univers d'être à deux là-dedans. Là où quand on est trois, par exemple Lucie l'américaine, elle avait simplement 2 autres personnes avec elle, donc une seule voiture mais 2 autres personnes. Et très souvent, en fait, elle avait une des 2 personnes qui était au volant pendant que l'autre soit paissait en courant, soit je crois, ils avaient acheté un vélo à Ikike, et donc ils se trimballaient en vélo à côté d'elle, quoi. Donc ouais, non, la gestion de ça est compliquée. Nous, ce qu'on avait fait, c'était comme quand tu prévois une soirée, tu essayes quand même de prévoir un petit peu les trucs en avance. Avec mon pote Loïc, avec qui je fais tous mes ultras, je lui avais demandé de m'aider à tracer un peu une trace sur Strava pour voir par où on pourrait couper. Et lui, il a cru que c'était le Périgord ou que c'était facile, quoi. Donc il m'avait tracé des coupes où ouais, non, mais là tu peux peut-être faire une petite coupe de 60 km, tu devrais gagner 20 km. Par contre, oui, je suis pas sûr que Charlotte puisse te suivre, donc il va falloir que tu tiennes pendant 7-8 heures sans la voir. Et ça ressemble à une bonne idée, ça. non, mais la première fois où il me dit ça, je me dis ouais, bon, voilà, j'ai pas peur. En France, j'aurais pas peur. Là-bas, en fait, non. J'ai passé des 1h30, 2 heures tout seul. Au bout de 2 heures, je croyais que j'allais crever. Voilà, là-bas, c'est inapplicable. Donc très rapidement, on est repassé sur un mode où, au final, on va suivre réellement les autoroutes parce que c'est la seule ligne de vie dans le désert. Et moi, je vais cutter de temps en temps, mais je vais essayer de cutter sur des trucs où je sais que je suis à moins d'une demi-heure max de l'autoroute s'il y a besoin de revenir sur un truc où il va y avoir des humains du passage et potentiellement quelque chose qui peut nous sauver s'il y a une merde. Toi, t'as une balise, t'as un téléphone, tu peux appeler Charlotte s'il y a quoi que ce soit. Bah, tu peux. Ouais, j'ai un téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Donc, Décoratif. ça sert à rien. Non, par contre, j'ai demandé avant, pareil, ça, on a anticipé 2 ou 3 jours avant, on est allé demander à un pote qui bosse dans une grosse société, je ne dirais pas, et qui a volé des Toki de sa boîte pour me les prêter pour le voyage, des Toki un peu puissants. Donc c'était cool parce qu'on a pu se faire des petits voilà. Quand on a eu vraiment des galères, on se voyait plus. Ou moi qui disais non, tiens, on prolonge le prochain ravitaillement, on le met dans 2 ou 3 km plus loin, ça me permettait de faire des appels à Charlotte, et le plus souvent ça captait. Donc quand ça captait pas, là il y a eu des moments de détresse. L'organisation, la logistique, pour nous donner une vue un peu de ta préparation matérielle sur la nutrition, l'hydratation,
les transports, etc., les déplacements, enfin voilà, tout ça, comment c'était t'as donc ce que tu disais prévu pour 7 jours, en gros, le scénario le pire, vous avez la possibilité d'aller choper des trucs sur la route, ou c'était vraiment, fallait partir avec tout intégralement. On y reviendra un peu plus tard dans les thèmes, plus tard de l'émission, mais il y a aussi une amplitude thermique importante, donc j'imagine aussi beaucoup de matos à prévoir pour le chaud-froid. Alors, la logistique, c'est laquelle? Là, déjà, la logistique, c'est de trouver une bagnole qui est capable de faire ça et de trouver une bagnole à Iquique. À Iquique, en fait, vu il n'y a pas d'hôtel, on va pas, et on peut pas dormir dehors. Enfin, en tout cas, nous, on n'aurait pas pu. Il faut une bagnole qui soit quand même assez grosse et dans laquelle on va pouvoir dormir. Malheureusement, impossible de louer une caravane, un van ou quoi. Il n'y a que des pick-up là-bas avec le grand espace à l'arrière qui, sincèrement, en fait, ne sert à rien quand tu peux pas être dehors. Donc on trouvait un gros pick-up. Ça, vous l'aviez pas, vous avez géré sur place en arrivant? Ouais, on l'avait loué en avance. Et Ok. alors là, avec mon espagnol, c'était grandiose. Avec mon espagnol, avec le mec qui essayait de m'expliquer le constat de la bagnole, qui avait à peu près 800 000 POC dessus, et qui a mis à peu près, je pense, une demi-heure à me faire comprendre le système d'antivol. Tu sais, il y a des antivols que tu mets sur les volants, etc. Ça te rassure vachement quand Ça le paraît. mec il t'explique vraiment le truc le plus important dans la bagnole, c'est ça. Tu te dis, ok, bon, donc là on rentre dans une ambiance déjà. Voilà, si le truc le plus important dans la bagnole c'est l'antivol, c'est que tu sais que bon. C'est pas voilà, très esprit trail, c'est on pas, le sent, ouais. voilà, c'est pas très esprit trail. Non, ça, ouais, et puis après, il faut effectivement en fait, tout prévoir pour 7 jours parce que on va croiser une ville selon par où on passe. La première ville, elle est au bout de 380 km, donc même si tu avances vite, elle n'est pas avant le jour 3. Donc si tu avances très vite, c'est aller au jour 3. Moi, elle était au jour 3, 4. Ouais, juste avant non, au jour 4, elle était. Donc il faut que tu prévois tout en quantité, donc de l'eau, des jerrycans d'essence supplémentaires, de la bouffe en quantité. Pour la bouffe, t'as pas de cuisine, hein, t'es dans un pick-up, donc faut aussi trouver, vu que tu peux pas voyager avec, faut trouver du gaz pour pouvoir avoir une petite gazinière, un petit réchaud. Et moi j'étais parti sur un mode de bouffe. Ça, je l'avais bien anticipé. Enfin, non, Charlotte l'avait anticipé pour moi. C'était de prendre de la bouffe lyophilisée parce que c'est très très facile à faire. Et j'ai chopé une marque qui s'appelle MX3. Je la cite parce qu'au final, je les remercie parce que c'est canon ce qu'ils font. Moi, j'avais jamais goûté de lyophilisé avant. C'est pas si mal, hein. Et c'est incroyable. Ouais. En J'ai vérité, testé au Marathon des Sables, là, tu peux faire des trucs, des raclettes, tartiflettes, poulet tikka, masala, enfin des alors, trucs j'avais improbables. poulet tandoori. Les 3 que j'avais sélectionnés pour la course, c'était les 3 où je sentais que ça pouvait passer. C'était des trucs à 1000 calories à chaque fois. Donc, j'avais compté que j'en prenais 3 par jour. Je me bouffais 3000 calories. Au final, j'en ai bouffé que 2 par jour parce que j'arrivais même pas à en manger quand même un troisième. C'était trop épais. J'avais poulet tandoori, j'avais pâte bolo, le classique, et bœuf bourguignon que j'ai adoré. Je me suis gavé au bœuf bourguignon. Mais Il était bien cuit, ouais, saisi à point. c'était nickel, hein. En fait, tu mets de l'eau chaude et 10 minutes après, c'est prêt. Et ouais, non, et là où je m'attendais à un truc fade, en fait, ça a vraiment du goût. Et comme en ultra, ça a vraiment de l'importance au final d'avoir des goûts de temps en temps qui remontent. Là, effectivement, quand tu es au désert, au bout de toi-même, avoir ce réconfort par la bouffe, aussi bien calorique que gustatif, Super réconfort. Ouais. ça fait une partie prenante de ce qui te permet d'aller au bout, quoi. Mais bouffer un petit, bourguignon à 7h, 7h30 du mat, au lever de soleil dans le désert d'Atacama alors que tu es en train de courir et de manger en même temps, franchement, des moments comme ça, c'est rare, quoi. C'est rare. Sur l'hydratation, là, sur l'eau, vous partiez avec tout le stock, là, pareil, pour au moins la première ville. Euh, Ça fait quoi en termes de litres? Enfin, c'était quoi ta conso On avait quotidienne? 13 bouteilles de 6 litres 5. 13 bouteilles de 6 litres 5. 80 Donc, litres par mois, ouais. Là, je suis pas du tout en train de prendre 84 litres, un truc du genre. Toi, tu me dis 84? Un peu moins, 83,5. 84,5, t'es 84,5. pas loin. Ouais. Donc on avait 85 litres de flotte, donc 85 kilos de flotte aussi à porter, c'est très pratique. Mais donc dans la bagnole, on avait 85 litres de flotte pour boire, se nettoyer et pour faire la cuisine. Et finalement, je pensais que j'étais large avec 85 litres. Et en me disant, allez, 12 litres par jour, ça me paraissait quand même énorme pour moi qui suis un peu un dromadaire là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bu, j'ai plus besoin de boire pendant très longtemps. Et non, on a tout égommé en 5 jours. Donc, alors qu'on a racheté quelques trucs sur la ville qui était La bourgade, la grosse bourgade. Ouais, la grosse bourgade, il y a un aéroport, mais ça s'appelle Calama. Il y a un aéroport au milieu du désert. Donc c'est quand même une bonne ville.
mais qui, moi, dans la trace, je l'évite au maximum. Juste, on passait pour choper une épicerie à l'extérieur, mais pas plus. Mais donc non, ouais, 84 litres de flotte, je sais pas, Des 40 pastilles litres de sel d'essence. aussi ou pas? Ouais, on avait ça, Je marathon l'ai à sel. oublié. Non? Ok. J'ai complètement. Ça, je m'en suis voulu parce que je le prends sur toutes mes courses et maintenant je me suis habitué. Et en préparant les affaires la veille, effectivement, moi j'ai tout le temps les petites gélules de sel, pas les pastilles, les gélules. Et je me gaffe de ça sur les courses en plus. Et je perds énormément de sel. Moi, je suis quelqu'un qui sue très salé. Et donc là, oui, je me suis rendu compte que je les avais pas. Donc je me suis dit automatiquement, il va falloir compenser par la bouffe. Donc on a acheté de la bouffe salée, du saucisson chilien. Donc qui ressemble plutôt à un salami américain, qui est pas ouf, mais pas si mal. Ça a pas l'air ouf quand on te voit là. Ouais, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, mais c'était franchement pas incroyable. Beaucoup de chips, la bouffe lyophilisée et après le reste c'était du sucré pur et dur, du gel et de la compote du nom que je ne cite pas. Toujours La pas. Voldemort. La Voldemort. Ah non, même endroit. On en est au même endroit. Toi, t'es dans quelle disposition, la physique et mentale, quand tu arrives là-bas? Est-ce que t'as pas de bobo, t'as pas de pépins, tu te sens affûté, plein d'envie, la tête, il y a quoi comme point d'interrogation, comme appréhension? Qu'est-ce qui peut être source d'inquiétude pour toi? Alors déjà il y a deux trucs, il y a le physique et la tête. Le physique, 13 jours avant j'avais le cou à ma main, kilomètre 35 du cou à ma main, je me suis explosé la cheville et j'ai couru dessus et j'ai défoncé ma cheville et elle était ronde comme un bon petit tronc d'arbre, bleu On a comme des boules un de schtroumpf. sapin de Noël à côté, ça marcherait comme image aussi, ça, ou Ouais, pas? la boule de sapin de Noël, elle est vraiment. Non, elle est trop petite. Non, parce que c'était devenu un tronc. C'était pas beau à voir. En fait, ça faisait. Je suis pas discriminant envers les personnes âgées, mais ça faisait jambes de vieux, de très 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 vieux quand même, avec tout qui est descendu dans la cheville. Donc douloureux, et j'ai le souvenir que juste quand je termine ma course, j'appelle Charlotte et aussi j'envoie une photo à mon kiné en lui disant écoute, tu as 13 jours, mais dans 13 jours j'ai un 500 bornes au Chili, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Bon, en gros je me suis rompu les deux ligaments, donc c'est la merde. Mais l'avantage c'est que voilà, sur le papier je lui explique que c'est 500 bornes, mais c'est 500 bornes de relativement plat. Il y a un peu de dénivelé, mais il est très progressif. Et surtout il n'y a pas de virage. Donc je ne vais, c'est très rectiligne et ma cheville n'aura peu d'efforts à part un mouvement rectiligne. Et là-dessus, voilà, on met juste un protocole le plus rapide en place avec lui, de manière à ce que sans antidouleur, sans injection ou quoi, je puisse courir. Et donc je prends le départ en me disant bon, bah, t'as quand même deux tendons rompus à la cheville, donc je me dis physiquement c'est pas terrible. Pour le reste, étonnamment, je me dis physiquement ça va le faire, j'ai pas peur, j'ai déjà fait 250 bornes, c'était atroce, j'étais pas bien, je dois bien pouvoir faire le double, exactement la même chose que quand j'ai commencé à courir, j'avais fait mon premier semi-marathon et 2 mois après j'avais le marathon, je me dis oh, si t'avais fait 21 tu dois bien pouvoir faire 42, même délire, après tu le regrettes quand tu fais ton 42 forcément, même délire, je me dis tu dois pouvoir le faire, pas de problème. Par contre, j'ai une anxiété totale qui monte le jour d'avant et les quelques heures avant le départ, parce que je me rends compte que là ça arrive et que là putain je crois que j'ai l'impression que je suis pas prêt. En fait, quand je rencontre les autres, quand je vois le niveau d'expérience qu'ils ont, ils ont l'air quand même vachement détendus, mais très très rigoureux sur ce qu'ils font, sur les questions qu'ils posent. Moi, je sais pas, encore 10 heures avant le départ, j'avais pas de data sur mon téléphone, donc j'avais pas de capacité d'appeler de service d'urgence ou quoi, alors que eux, les mecs, ils ont été déjà plutôt peaufinés. Ok, on va plutôt prendre quelle caméra pour pouvoir filmer à tel endroit. Donc voilà, ce différentiel me fout un coup de pression terrible au point où j'ai le souvenir, je crois que je dors 3 heures avant le départ, de stress et de préparation d'affaires et on n'est pas prêt. Et c'est atroce pour moi tout le départ parce que je sais qu'on va sortir d'une ville, donc il va y avoir de la circulation. Je vais avoir peur parce que Charlotte, elle va être toute seule, que cette ville, elle est pas très bien fréquentée la nuit, donc je vais la laisser toute seule dès le départ. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et en fait, ce qu'on se dit, c'est on a envie d'être déjà loin, d'avoir moins de circulation, d'être à 60-70 km de là, quand on va quitter la côte et qu'on va rentrer un petit peu plus dans le désert. Donc il y a cette crainte de ne pas savoir, mais en fait de surtout vouloir être un endroit où il n'y a plus rien à part nous, où il n'y a que à nous de gérer, et à partir de là on va se démerder. On a fait ce qu'on a pu,
On a essayé d'acheter l'essentiel, de l'eau, de l'essence. Normalement, on devrait survivre. S'il y a un véritable problème, de toute façon, il n'y a pas de règle. S'il y a un véritable problème, je me note là où je m'arrête, je me fous dans la bagnole, on va ailleurs et je me redéposerai à cet endroit, je peux recourir. Tout est imaginable. Donc, réellement, c'est voilà, cet état d'esprit. Et comme je disais, le départ, il est à 4h du matin. J'ai dormi vraiment mal. J'ai dû dormir 2 ou 3 heures la nuit d'avant. Et tu te dis, putain, je vais partir pour un 500 bornes. Je m'étais programmé de me faire 130, 140 bornes le premier jour. Et je me dis, ok, d'habitude tu dors 10 heures avant un ultra. Là, tu es en train de dormir 2 heures avant. Ça va pas le faire du tout. Donc j'hésite même à me dire, attends, on a l'hôtel jusqu'à 11 heures. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Je suis à 200 mètres du skatepark. Limite, on pourrait le faire. On m'a expliqué que d'autres gens l'avaient fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on prend le départ avec tout le monde. Je vais au skatepark, boum, on prend le départ. Allez, let's go TSP. Moi, je m'arrête au bout de 100 mètres. On va se coucher à l'hôtel. Je vais me dormir et je démarre à 11 heures. Au pire, ce n'est que 7 heures de retard. Et sur une course de 500 bornes, 7 heures de retard, c'est rien. Donc, à y repenser, avec plus d'expérience, peut-être que c'était quelque chose que je recalculerais. C'est-à-dire que oui, le 4h du matin, il est fait par l'organisation pour nous mettre d'une certaine manière un petit peu dans la merde. Aussi parce que on va quitter une ville par l'autoroute, on va passer un péage, donc si on bloque la route parce qu'on est en train de rouler, les bagnoles elles sont à 20 km/h, nous on court sur la bande d'arrêt d'urgence, sachant que à la sortie de la ville jusqu'à l'aéroport, ça ressemble quand même à une autoroute française, donc il n'y a pas tellement d'espace, on ne peut pas partir facilement dans le désert pour échapper à la circulation. Donc l'organisation nous fout ça à 4h du matin, mais voilà, il n'y a pas de règles et ça fait tellement bizarre de ne pas avoir de règles que tu as tout le temps envie de lever le doigt et de demander si tu as le droit en fait, au départ. Et il te faut un certain nombre d'heures à comprendre que non, tu fais ce que tu veux en fait. Alex, est-ce qu'on a bien planté le décor avec ce projet X là? Ouais, très bien. On a tout dit. Ça va pas se passer comme ça quand même parce que tu me connais. Tu vas avoir une question qui pique par film, c'est obligé. Ok. Ah ouais, ça aurait été trop beau. Tu y échappes. Donc, projet X, question tu peux en faire lien. une question un peu c'est loupé. Alors, le film, il a été inspiré d'une fête organisée par une personne qui s'appelle Corey Worthington à Delaney en Australie. Donc, cette personne a réellement existé et a inspiré le film. L'adolescent de l'époque a publié l'adresse de sa soirée sur MySpace. Là, on se prend un petit coup de pelle, je pense que c'est comme ça qu'on dit, c'est dans l'air du temps. Ouais. Et donc il a fait venir 500 personnes, une fête qui a évidemment dégénéré dans les grandes largeurs. Les voisins ont appelé la police, qui ont débarqué en trombe. Ça ressemble globalement à ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Il y a une foule qui a commencé à la repousser, ils se sont fait venir l'hélicoptère. Enfin bon, c'est parti complètement en sucette. Est-ce que tu peux me dire combien a été estimé le montant des dégâts matériels consécutifs à cette petite sauterie chez maman et beau-papa pendant leur absence? C'est pas tant que ça, c'est quand même pas mal, mais c'est pas des millions non plus. C'est en dollars australiens, ouais. Dollars australiens, bien évidemment. 1,2 million? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins? Mais ouais, beaucoup moins. 20 000. 20 000? C'est $20 000. Petit joueur. C'est décevant quand même. Hein. La maison était en polystyrène en fait. Ouais, probablement, ouais. Et lui, il n'a pas tellement été apprécié parce qu'après, il s'est pas vraiment excusé dans les interviews un peu post-fiesta. Là, il a expliqué qu'il s'en foutait un peu et que voilà. Donc l'opinion publique était pas très en sa faveur. J'espère qu'il a mis des droits et qu'il a pris des royalties sur on le film, lui souhaite, ouais, pour rembourser les 20 000. J'ai 3 fun facts quand même sur le truc. Ça a été le film le plus piraté en 2012. Environ 8 700 000 téléchargements. Donc le tournage a nécessité 25 nuits de fiesta. Et donc c'est produit, on l'a dit tout à l'heure, par Todd Phillips, qui est le réalisateur de la saga Very Bad Trip, dont on va aussi parler un peu plus tard. Alex, la proximité entre Projet X et ce que tu as vécu entre 1 à 10, c'est une question que je vais te poser à chaque fois. À quel point ça ressemblait, ce qu'on a vu dans Projet X et ce que tu as vécu toi dans cette aventure? 2 sur 10. 2. Mais en fait c'est que l'aspect pirate, l'aspect pirate et l'aspect inattendu, mais vraiment l'aspect pirate. Deuxième thème, Alex, est-ce que tu peux piocher le numéro 2, le petit bulletin juste devant toi? T'es à sec. Non, je casse ta règle parce que j'ai un truc dont j'ai pas parlé sur le pirate. Ah, vas-y, je croyais que tu me prends mon propre parce que jeu. Sur l'orgueil et sur le pirate, il y a un truc qu'il faut forcément raconter. C'est que effectivement, c'est pirate au point que ce n'est pas déclaré aux autorités. C'est-à-dire que les autorités ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Le jour d'avant, il y a quand même un briefing de course qui est quand même assez génial, où on va chez donc, les parents de Max, on est toutes les équipes. Et Niels nous dit là on va s'asseoir, tu vois. Tout le monde va s'asseoir. Il dit no rules, mais là il va y en avoir une, c'est personne ne filme et personne n'enregistre tout ce que je vais dire.
Donc c'est là où il donne en fait des indications sur ce qui va se passer. Et dans les indications, il y a la gestion des autorités. La gestion des autorités. Et là, il dit bon, ben, c'est pas if, c'est when. C'est pas Vous les croiserez si forcément. ça va arriver, mais c'est quand ça va arriver qu'ils vont venir vous voir. Ben, nous n'existons pas. Vous ne nous avez pas vus. Voilà, le TSP Le n'existe pas. département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Exactement. Ok. Tout simplement, vous êtes ce qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des férus de running et d'ultra-endurance et vous aimez bien avec vos copains, votre copine, avec des potes, rejoindre une ville à une autre en passant par le désert. Et voilà, vous dites juste qui vous êtes, mais nous on n'existe pas. Pourquoi ? C'est parce que s'ils détectent qu'il y a une organisation, ils seront capables d'arrêter. Alors que s'ils ne détectent pas qu'il y a une organisation et une tête, ils ne seront pas capables d'arrêter. Donc il y a cet aspect qui est un petit peu pirate et que je trouve très sympa. Et typiquement, ben voilà, la sortie d'Iquique, juste avant l'autoroute, donc tu ne peux pas l'éviter. Il y a un poste de police avec, tu sais, à l'américaine, le gros poste de police avec la bagnole devant qui est prête à démarrer sur l'autoroute. Et quand tu passes, tu vois la lumière à l'intérieur, tu vois les gendarmes à l'intérieur. Ils nous avaient prévenu, ils nous avaient dit ouais, ça pouvait éteindre les lumières, essayer de passer un petit peu discrètement, qu'on ne se fasse pas détecter, genre kilomètre 3. Donc ça donne, ouais, ça donne un petit coup, tiens, il faut se cacher des autorités qui est assez sympa. Nickel, la boucle est bouclée. Et là, on peut repasser sur Et le là, 2. on peut piocher, ça valait le coup de le préciser. C'est quoi donc le numéro 2 ? Le numéro 2, alors là, je vais me faire tuer parce que quand je vais dire que je ne l'ai pas vu, c'est dramatique. C'est Mad Max Fury Road. 4e épisode, 4e volet. Ouais. Je vais raconter le synopsis. Donc, c'est George Miller, australien, qui a réalisé déjà les 3 premiers. Le premier, c'était en 1979 avec Mel Gibson. Celui-là met à l'honneur Tom Hardy et Charlize Theron. Voilà, globalement, l'histoire, c'est qu'un ancien policier de la route, Max, erre seul au volant de son bolide dans un monde dévasté où des clans de cannibales, les sectes et les gangs de pillards s'affrontent dans des déserts sans fin pour l'essence et de l'eau. Voilà, je pourrais étayer un petit peu, mais globalement, ça pose le décor, donc ça va ressembler pas mal à ce que tu as vécu. Il y fait aussi très chaud dans Mad Max, et c'est voilà, sans pitié. La faune, la flore sont aussi sans pitié. C'est un environnement qui est globalement très hostile. On va sur un petit coup de bande-annonce, ça va nous donner un sérieux coup de fouet, je pense. Hop, ne bouge pas. Il faut absolument que tu le vois. Ouais, mais tout le monde le dit. Il y en a 2 versions, c'est-à-dire il y en a un qui a une dizaine, quinzaine d'années, peut-être même peut-être plus. 35 ans, le premier. 35 ans, très bien. Spectaculaire, non ? Ouais, mais franchement, en fait, pour moi, c'est amical. Là. Non, mais c'est un univers que maintenant que je reconnais et que je connais. Et donc, limite, je m'y sens à l'aise. Je me sentirais à l'aise de voir ça. C'est quoi les recours et les précautions particulières à prendre là, sur la chaleur ? Ça peut, déjà pour donner un ordre d'idée, ça peut, au pic, ça peut représenter quoi comme température ? Et quels étaient, toi, les grands principes pour que ça se passe le mieux possible, le moins mal possible ? Il n'y avait pas de matériel obligatoire, donc j'ai pas pris de thermomètre, mais il faisait chaud. En gros, grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que ça monte autour de 40, ça reste à 40. Ça va pas tellement monter plus chaud, tu vas avoir une impression de chaleur parce qu'il n'y a pas d'ombre et parce qu'il n'y a pas de répit. Et que ça ne bouge pas et que tu as toute la réflexion du désert qui te tombe dessus. Mais la réalité, en fait, c'est que ça te brûle et que la précaution, c'est le moindre bout de peau qui dépasse, soit tu l'ultra protèges, soit il ne doit pas dépasser. Moi, les 2 premiers jours, je suis resté en short. En fait, ça m'a brûlé la peau des jambes. J'avais des manches longues sur les bras et donc ça allait, mais mes mains commençaient à brûler et ça me brûlait tellement qu'à partir du jour 3, j'ai décidé de passer mes journées le maximum possible en gardant un pantalon alors qu'il fait 40 degrés. T'as pas envie de porter un pantalon, mais donc en gardant un pantalon, en ayant des manches longues et en tentant de cacher mes mains parce que mes mains brûlaient par le soleil, quoi. Donc ça et la recommandation, c'est d'avoir une super assistance qui gère aussi ça, comme ta maman te dit de prendre ton écharpe avant de sortir l'hiver parce qu'il fait un peu froid. Là, c'est une assistance qui pense à bien toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, 1 heure te remettre une couche de pas de biafine directement, mais de crème solaire indice 50. Donc on avait prévu 3 tubes, je crois 2 ou 3 tubes de 50. Tu vois, on avait prévu en conséquence autant que de l'eau, quoi. Ça, on avait compris que dans le désert Atacama, il n'a pas plu depuis 7 ou 8 ans. On avait compris que l'eau et la crème solaire allaient être importantes. On avait compris que, tu vois, il y avait un fondamental qui était. Mais toi, dans ta course, tu peux l'oublier en tout cas. Quand tu es dans l'effort et tout Exactement. ça, si tu n'as pas quelqu'un d'extérieur qui est là pour faire le timekeeper, ça peut te sortir de la tête, quoi. Surtout moi qui suis idiot là-dessus, où ok, tant que je brûle pas, c'est bon.
Je peux me laisser avoir complètement. Et sur les 2 premiers jours, j'abuse parce que je reste en short, parce que je fais pas attention, parce que je me protège pas le visage plus que ça, à part avec des lunettes de soleil. Mais à partir de. Je crois que la fin du jour 1, je commençais déjà à utiliser des tours de cou, à les mettre un peu sur les côtés de ma tête pour que, que ça me cache du soleil. À partir du jour 3, on avait acheté des torchons qui étaient censés être pour me laver ou pour se laver un petit peu les mains pour faire les poussières dans la voiture. Et ces torchons, un petit coup de polish. Et ces torchons se sont transformés en protection solaire de manière à ce que j'ai le moins de centimètres de mon visage ou de ma nuque ou de mes oreilles qui dépassent parce que ça brûle. C'est tout simplement ça brûle. J'ai vu une photo, tu ressembles un peu à Mad Max là en termes de. Ça faisait très Mad Max. Ouais. On m'a dit pas mal Cléopâtre, on m'a dit nouveau style. Et effectivement, en fait, je trouve que c'est peut-être ça représente plus ce que moi j'ai vécu parce que dans la réalité. Il y a pas mal de gens qui ont dit ouais non mais qui m'ont dit c'est pour la photo ou c'était pour te faire marrer. Non, je ressemblais vraiment à un pharaon comme ça tout le long. Et j'étais obligé de quand les camions me passaient parce que je courais quand même pas mal de temps au bord de la route sur la bande d'arrêt d'urgence. Quand les camions me passaient à côté, j'étais obligé de me mettre les mains sur la tête, de tenir très fort le fichu, nous dirons le fichu, vu que j'ai 75 ans, le fichu qui était accroché aussi à l'intérieur de mon t-shirt et sous mon sac, parce que sinon il s'envolait. C'en est un point où tu termines à te serrer comme ça, comme un fou, parce que des camions passent pour te protéger du fait d'être brûlé du soleil. Et t'as El Gringos à l'intérieur du camion qui te fait, qui comprend pas trop ce qui se passe, mais qui te fait quand même un allez mec, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Pourquoi tu es fou? Tu es déjà fou d'être là. Donc pourquoi tu es fou à ce point-là? Le désert, cette chaleur terrible, ce manque en fait total d'humidité, on est à un niveau de sec où à la fin du jour 1, c'est comme un lendemain de soirée avec 2 paquets de clopes que t'as bien tabassé et t'as passé beaucoup de temps dans le fumoir qui était à l'extérieur du bar en t-shirt parce que t'étais ivre et donc t'as la gorge qui est flinguée jusqu'au bout et t'as soufflé parce que t'as aidé une pote à gonfler des ballons en début de soirée, donc t'as vidé tes 2 ganglions entiers, voilà l'état de la gorge à peu près en termes de souffrance, de sécheresse. Mais en fait toutes les voies orales, le nez, la bouche et toutes les différentes muqueuses que tu peux avoir, ça sèche terriblement là-bas. J'étais au même titre que je devais mettre de la crème solaire, je devais me mettre du Carmex, du baume sur les lèvres parce que sinon tes lèvres se transforment en... Qu'est-ce que c'est la râpe à fromage, c'est la meilleure image que j'ai. Okay. Donc pour éviter que ça se transforme en ça toutes les demi-heures, tu passes ton temps, donc tu passes ta vie avec au final du Carmex qui moi avait un goût pastèque, donc j'ai traversé ça m'a fait rire de me dire je traverse le désert d'Atacama avec le goût de pastèque dans la bouche, sur la bouche. Mais donc en fait tout est hostile, tout est fait pour que tu ne sois pas là, et tu le vois parce que toi tu parlais qu'a priori dans Mad Max il y a une vie animale, là-bas il n'y a pas de vie animale, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. J'ai croisé mon premier arbre au bout de 140 km, je m'en rappelle, et je l'ai filmé, je sais ce moment-là, parce que c'était l'ombre dans le désert, et tu vois bien que c'était la seule ombre dans le désert à très très loin, parce que c'était pendant une coupe, et tu voyais qu'il y avait quand même 4-5 bancs qui étaient installés, donc les mecs avaient pigé que c'était THE endroit où il fallait se mettre. The Tree to Be, exactement. Et l'arbre, il a beau être mort depuis 20 piges. Ouais, c'est un groupe. Le To Be Tree. C'est différent. Ouais. Partir un jour. Et l'arbre, il a beau être mort depuis 20 piges, il est fossilisé tellement il fait sec. Et oui, il n'y a pas d'animaux, donc ça c'est une question qu'on m'a pas posée. Pas de serpent. Il n'y a pas de scorpion, parce qu'en fait, il n'y a tellement pas d'eau, c'est tellement hostile que même eux ne survivent pas. Donc le gros avantage c'est ça, c'est que tu apprends qu'il n'y a pas de danger animal. Le plus gros danger animal, c'est exactement ça. Ouais. C'est les chiens errants. Où en fait le principe au Chili, le chien attaché, non, ça n'existe pas. Donc le chien est errant par définition, parce que voilà, les chiens sont errants. Et on croise très rarement des habitations. Je crois qu'on a croisé le jour 2, on a croisé un endroit où il y avait 2-3 maisons un peu inhabitées, je sais pas. Enfin, tu pourrais les mettre dans n'importe quel film d'horreur, ça passerait avec un bruit de porte, un truc comme ça, un mec avec un œil un peu bizarre, ça passerait à merveille. Mais effectivement, il y a beaucoup de chiens dans ces trucs-là. Et moi, coup de bol, ces endroits-là, je suis passé loin dans le désert sans le savoir. Je me suis évité le problème des chiens. Mais Rob, l'américain de Washington, qui a d'ailleurs, lui, terminé en 4 jours le TSP, lui, il a vécu un truc où moi, ça me serait arrivé, j'aurais fait une crise cardiaque.
Il a eu une attaque de chien de nuit. Il s'est fait attaquer par 7 chiens la nuit et il l'attaquait réellement. Et donc, coup de bol, il avait un bâton avec lui. Donc, il se défendait avec le bâton en mettant des grands mouvements vers les chiens. Et les chiens se mettaient à plusieurs, donc ils essayaient d'attaquer par plusieurs sens. Et il n'avait pas une frontale, mais une lumière abdominale, une lumière qui met sur l'abdomen. Et en fait, pour éloigner les chiens, la seule chose qui les éloignait, c'était d'avoir la lumière dans les yeux vers eux. Donc, il devait se mettre en face des chiens pour pouvoir les effrayer. Et pendant qu'il se mettait en face et qu'il en visait un, il y en avait d'autres qui arrivaient sur le côté. Donc, il a vécu un moment de terreur absolue. Moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit, bon, il y a 2 dangers, tu vas voir. C'est les chiens et les camions. Moi, j'ai 2 craintes dans la vie, c'est les chiens et les camions. J'ai eu un énorme accident de bagnole avec un camion il y a quelques années. Je suis traumatisé. D'ailleurs, je ne pouvais pas marcher à droite de la route. J'étais obligé de marcher à gauche parce que je ne peux pas avoir un camion à gauche de moi, c'est pas possible. Et les kleps, parce que je me suis déjà fait mordre 2-3 fois. Et donc, quand on m'a dit, tu vas voir, San Pedro, ça s'appelle aussi San Pero. Pero qui veut dire chien, sous-entendu, c'est la ville des chiens. T'es chez eux. C'est pas. Nickel, ouais. Voilà. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il me fallait, quoi. Donc le désert est hostile dans sa température, étonnamment dans son vent qui peut te tromper parce que tu as l'impression qu'il fait un peu moins chaud, mais ça tabasse quand même. Donc le soleil que tu te prends qui est terrible. Et finalement, pas de crainte des animaux, mais il peut y en avoir quand tu vas croiser quelque chose qui pourrait être en fait quelque chose de salutaire quand tu es dans le désert, c'est-à-dire une maison, de l'ombre, une habitation, quelque chose qui sort de rien devant, rien derrière, rien sur le côté, rien à droite. Là, finalement, c'est là que va être le danger, c'est quand il va y avoir de l'humain et quand il va y avoir du chien. Est-ce qu'on peut s'habituer à la chaleur? Est-ce que c'est un paramètre un moment qui fait partie de ton quotidien et le deuxième jour, tu penses un peu moins que le premier et ainsi de suite? Ou est-ce que c'est tellement pressant, enfin tu vois, et ça impacte tellement toi tes ressentis physiques que c'est impossible d'occulter, voilà, ou est-ce qu'à un moment ça devient un paramètre comme un autre et tu composes avec et ton corps s'habitue avec les heures? Déjà, moi je suis quelqu'un qui adore la chaleur. Sous-entendu, il y a quelques années, en fait, quand je me disais la Diac c'est l'objectif de ma vie, je veux faire top 10 là-bas, il faut que je m'habitue à courir quand il fait chaud. Mon kiff, c'était j'attendais de l'été qu'il y ait des canicules pour partir courir à 13h. C'était vraiment mon gros kiff, quoi. Quand le goudron il fond et que ça s'accroche au Salomon, c'est le moment, quoi. C'est my time. Donc j'ai toujours aimé ça. Après, oui, tu souffres énormément. Sur la question de l'habitude, je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais. En fait, au bout d'un moment, tu es tellement dans ton jus que ça disparaît, la chaleur disparaît. Et moi, j'ai eu plutôt en fait comment ça s'appelle, des frissons de chaleur. Le vrai problème de la chaleur, c'est que ça me tapait sur la tête et que le cerveau, je pense, bouillonne et qu'il doit y avoir quelque chose vraiment de physiologique où ton corps arrive à se thermoréguler, mais au bout d'un moment, ton cerveau, ta tête n'arrive plus à se thermoréguler. Et en fait, j'en terminais à avoir des mal de crâne pendant 10 heures par jour du fait que le soleil me tapait dessus, quoi. Donc, le vrai problème de la chaleur, c'était pas la sensation de suffoquer, parce que ça, au final, c'est pas quelque chose que je trouvais presque agréable, parce que c'était pas facile, donc je trouvais ça agréable, mais c'était réellement inhumain. Ah, c'est peut-être trop fort, mais c'était désagréable comme quand on va chez le dentiste. C'est-à-dire, ça fait pas mal, c'est pas dramatique, on va pas en mourir. Mais vraiment, si ça peut s'arrêter très vite, ça serait cool. Mais juste là, ça s'arrête pas pendant des heures et des heures et des heures, quoi. On a bouclé la boucle sur la chaleur. Sur la chaleur, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, franchement, j'ai rien d'autre. Sur la chaleur, c'est à peu près tout. À part que, oui, en fait, dans le désert, tu oublies que l'ombre existe. À part la tienne et en fait ne pas pouvoir se cacher dans sa propre ombre, c'est terrible. Donc il y a eu des moments où quand Charlotte était garée en voiture, elle comprenait pas, c'est pas que je m'adressais pas à elle ou quoi, mais j'arrivais et elle voulait me diriger vers un coin de la voiture. Moi j'allais me mettre plutôt dans le coin où j'avais un petit peu d'ombre, parce que ce 30 secondes d'ombre allait être pour moi comme un rechargement de Tesla de batterie ultra rapide, de fraîcheur absolue. Donc ça, et voilà. Et même Charlotte y a pensé au bout de... Très rapidement, elle a commencé à le comprendre elle devait se garer de telle ou telle manière pour que moi je puisse, si j'avais envie de m'asseoir ou quoi, je puisse être à l'ombre. Donc au final, la chaleur te provoque juste un terrible niveau de concentration pour essayer de capter parfois 20 secondes d'ombre. Donc c'est assez fou l'énergie que tu peux sucer juste pour te prendre si peu de temps de fraîcheur. Un petit reboot. Qui au final n'est pas si utile que ça. Alex, question qui pique, je suis désolé. Donc, yes.
Il y avait un peu plus de monde donc, sur Mad Max Fury Road que toi, l'équipe technique qui t'a Ouais. entouré, on l'a compris. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures de rush, enfin du temps surtout que ça a pris à visionner, juste dérusher ce film, la Mad Max Fury Road, pour la monteuse du film? Combien de temps Il y a pour une seule regarder personne? tous les rushs? Ouais, c'est un bon Ouais, indice. elle et son équipe, en tout cas, C'est- voilà, en tout cas, Alors, nombre de, Si en moi je temps passé. cours 1000 heures par an, que 1000 heures par an, ça me représente 45 jours en cumulé. Je me dis qu'elle a bien dû passer minimum, il doit y avoir, les 2000 heures. C'est pas loin, donc 2 mois en gros. C'est ça que tu dis, 90 jours, c'est ça Ouais. que tu dis? Bravo, 3 mois. 3 mois? Ouais. Ouais. 470 heures de rush, donc 3 mois pour regarder intégralement ces rushs. Putain, ça doit être long. Parce que j'ai beaucoup couru cette année. et ouais, ah non, ça doit être terrible. Petite anecdote qui devrait te plaire, je pense, sur le premier épisode, enfin le premier de la saga. La production ne pouvait pas se permettre d'engager des figurants, c'était un micro-budget. Donc le gang des motards qui a été filmé dans le premier Mad Max a été payé en bière, parce qu'il n'y avait pas de quoi les payer avec l'argent sonnant et trébuchant. Voilà. Et pour la petite histoire, Mad Max 1 a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant très très longtemps. Il a été détrôné par le projet Blair Witch qui a coûté 3,60 $, je pense, à peu de choses près. Voilà. Il a rapporté 100 millions de dollars pour 350 000 $ de budget. Un joli ratio. Ouais, un joli ratio. Mais après, 300, ouais, c'est pas mal. je serais les figurants qui ont pris de la bière, j'aurais préféré quand même prendre un tout petit micro pourcentage sur les sorties du film. Alex, indice de similitude entre Mad Max Fury Road et ce que tu as vécu sur le TSP? Là, visuellement, On de est ce que pas ça mal, donne, là, je sur pense du que 8 sur c'est 10, celui hein. qui va être le plus proche. Après, les gens étaient peut-être un chouïa moins agressifs. Donc, je dirais un bon 7,5, 7,5, 8. Allez, un 8 en termes de proximité. Alex, c'est le moment de piocher le troisième papier, le troisième film. Yes. Troisième film, je l'ai vu, mais il était tard en soirée. Le Transpersonnage. Transpersonnage, c'est un film de 2013 de Bong Joon-ho qui a fait un grand classique que tu as forcément vu, qui a été primé à Cannes en 2019. Je l'ai vu en rentrant de soirée, je pense, sur un site de streaming illégal qui existait en 2013-2014 à l'époque. Mais ça Palme d'Or, le film dont je parle. Parasite. Tu as vu ça? Ah non, excuse-moi. C'est lui, ouais. Parasite, non, j'ai vu des bouts, mais je l'ai pas vu en entier. En Mais j'ai vu, partant dans une et j'ai vu soirée. que l'acteur est décédé d'ailleurs. Oh non. Ouais, je l'ai vu hier ou aujourd'hui. Je l'ai vu, c'est tombé là. Ouais, désolé, moi aussi j'aime bien Mais t'annoncer non. des mauvaises nouvelles. Ouais, non, Ah, c'est c'est vrai. horrible. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'info, mais a priori il est jeune, donc il a un petit souci. Ah, mais c'est horrible. Ah, je suis bon. Bon, on arrête. Ouais, on arrête là, mais effectivement. C'est terrible, tous ces gens qui meurent. Non mais tiens, en parlant de gens qui meurent, ça me permet de rebondir sur le TSP, il y a un truc qu'on n'en a pas parlé. Sur le bord de la route, tous les 200 mètres à 1 km, il y a un espèce d'hôtel ou de hommage avec ce qu'ils ont pu trouver sur place, donc des pneus qui sont parfois un peu en blanc et un peu de décoration et des trucs qui ont été ramenés pour tous les gens qui sont le plus souvent c'est des gens qui sont décédés en fait sur la route parce qu'ils se sont fait taper par un camion ou quoi, donc ça te rappelle le danger à chaque moment, ça te rappelle que la mort est très proche quand tu marches sur le bord de cette route. T'as ça et t'as des hommages, je crois, à des divinations locales, à des dieux pour les routiers. Mais ouais, il y a un rapport à la mort qui est quand même très particulier parce que il n'y a pas de vie dans ce désert, mais il y a beaucoup de morts. Donc ça te met bien dans l'ambiance. Je te propose qu'on en parle dans Le Boulevard de la Mort, qui sera Ah, notre c'est prochain bon, film. vrai. C'est incroyable. Ah, j'ai déjà trouvé le Et prochain il a film. spoilé le prochain film. Ah, ouais. Donc le transpersonnage, en gros, c'est Ouais. le principe, c'est une nouvelle ère glaciaire qui, en 2031, les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, qui est un train gigantesque, condamné à tourner sans relâche autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal, fendant la glace, s'est recréée une hiérarchie des classes contre lesquelles une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tentent de lutter, car l'être humain ne changera jamais. C'est le synopsis. Donc en gros, à l'arrière du train, c'est la plèbe, et puis en haut, c'est l'élite, où ils vivent très bien, ils n'ont aucun problème. Mais à un moment, les gens de l'arrière vont quand même commencer à remonter. Et il y a une remontée incroyable. Il y a une remontée incroyable, ouais. Donc là, on va parler de froid, parce que spontanément, quand on pense à Atacama, on pense à très très chaud. Mais les nuits sont très compliquées et très froides. À partir de quand, là, ça commençait à devenir inconfortable dans la journée? Le principe, c'est qu'à 19h30, le soleil va pas tarder à se coucher. 20h, il est couché. À partir du moment où le soleil commence à disparaître, le vent qui, pendant la journée, t'a permis de te rendre compte qu'il faisait pas trop chaud, ben là, te permet de te rendre compte qu'il fait vraiment finalement vachement plus frais d'un coup. Et ouais, non, Frais, c'est quoi? d'un coup, en fait, on va passer de 40 à 20, puis 10 très très rapidement, en fait. Donc le passage du jour vers la nuit, c'est dans ce sens-là.
Et on a très rapidement, tu es là. Attends, est-ce que tu peux fermer la porte de la voiture parce que non, on va fermer les fenêtres aussi parce que là j'ai trop froid. Et moi j'avais un rite en fait le soir. C'était, je rentrais dans la voiture, je me posais juste 5 minutes pour respirer et à partir de là on déclenchait le protocole. Le protocole c'est je me déshabille, je me fous à poil, je me nettoie. Ah oui, on s'est pas douché Pas pendant les 5 hygiènes, jours. ouais. Mais voilà. Lingette, ouais, Lingette, j'imagine. bébé, etc. Mais donc je suis nu et donc s'il y a de l'air et qu'il fait froid et que je suis en train de me passer un truc légèrement humide sur moi, avec la fatigue de la journée, ça devient très désagréable. Donc là, il y a un moment de désagréable, mais qui en descendant. Donc plus tu le fais tôt, et moins tu as couru, mais plus tu le fais tôt, et plus il va encore faire bon. Et plus tu le fais tard, et plus tu t'arrêtes tard, et plus tu vas le faire à un moment où il va être froid. Donc ce moment, on essaie de le déclencher alors qu'il faisait encore un jour, de manière aussi à ce que une fois que la nuit soit tombée, Charlotte avait le temps de préparer la nourriture, donc elle ressortait, mais donc elle, pendant que moi je terminais de me nettoyer, elle ressortait en manteau de ski parce qu'il faisait déjà vraiment froid. Elle se dépêchait à essayer de cacher la bouteille de gaz et le petit réchaud à côté de la voiture parce qu'il n'y a rien pour protéger du vent le réchaud à part la voiture. Donc t'en es à allumer du gaz au bord d'un truc qui est rempli d'essence, ce qui est Très vraiment, conseillé, ouais. vraiment le truc le À ne plus pas conseillé de la reproduire chez Terre. soi. Ouais. Il y a deux, trois moments où ça serait moi, j'aurais vachement plus flippé. Donc elle avait une bonne maîtrise là-dessus. Et donc pendant ce laps de temps, la nourriture cuit. Et en fait, la nuit tombe très rapidement. Et une fois que la nuit est tombée, certes, il y a le ciel étoilé qui est incroyable dans le désert d'Atacama parce que il y a aucun nuage, c'est pas Pas de couvert, pollution pas de lumineuse. pollution lumineuse. On est, je sais pas à quel tropique, quelle hauteur, mais à savoir que dans le désert, c'est là où il y a tous les plus gros observatoires. Donc s'ils les ont mis là, c'est qu'il y a une logique. Effectivement, c'est très beau. Mais vu que c'est dégagé, c'est quand même très froid. Et en fait, très rapidement, la température va chuter. Et nous, on s'endormait vers 22 h. À 22 h, c'était encore vivable. Et la température était plutôt bonne dans la voiture parce qu'on était enfermés à deux dans une bagnole remplie d'affaires. On venait de manger. Il y avait encore de la chaleur humaine. Moi, j'avais beau être nu pour essayer que mes pizzas, les endroits de frottement, les zones de frottement s'assèchent. J'étais nu, mais ça allait encore à peu près. Ça, c'était 22 heures. Tu t'endors rapidement quand tu as couru 15 heures par jour, donc 22h01 dodo. Tu dors mal parce qu'à l'arrière d'un pick-up, etc. Pour moi et le siège passager pour Charlotte. Et 2 heures plus tard, tu te pelles la mort parce que la chaleur de la voiture, la chaleur humaine a disparu. Tu t'asphyxies un petit peu. La première nuit, on s'est asphyxié parce qu'on n'avait pas laissé de fenêtre ouverte. Donc, tu as bouffé tout l'oxygène de la bagnole à deux, juste en respirant. Tu te réveilles très légèrement, je pense vers 1h30, où tu ouvres un œil parce qu'en fait, vu que tu essaies de t'hydrater, il faut quand même sortir pisser de temps en temps. Et vu que tu es tout nu, tu sors pisser tout nu dans le désert d'Atacama. Et forcément, c'est le moment où il y a des camions qui décident de passer. Donc toi, tu t'éloignes un peu de la voiture, tu te dis, le mec, dans son camion, il voit un mec à poil en train de trembler. Si on le mettait plein phare pour lui mettre la honte. Il est plein phare, forcément, tu vois. Et donc voilà, il y a un petit style, mais donc tu re-rentres dans la voiture et tu commences à vraiment être comme ça, à plus pouvoir te contrôler. Sachant que t'as retardé pendant 1 heure le moment d'y aller, genre j'ai pas envie, Exactement. je veux pas. Exactement. Et tu te réveilles, on mettait généralement le réveil vers 3h30, max 4h, pour démarrer entre 4h et 4h30 tous les matins. Et là, le moment où tu te réveilles, J'ai pas trop calculé, c'est combien de temps de sommeil ça fait là par nuit? on dormait entre 5 et 6 heures. Nous, on a très bien dormi. En fait, j'ai même plus dormi qu'à Paris. Ok. Et c'était une strat, parce que Charlotte, il fallait qu'elle soit au taquet toute la journée, sans jeu de mots. Fallait qu'elle soit au taquet toute la journée parce que elle allait se bouffer 15 heures de devoir être tout le temps concentrée, faire gaffe, les camions, etc., la circulation. Et moi, plus j'ai de sommeil, plus je suis réparateur, plus c'est réparateur pour moi, donc je peux continuer à avancer. Il y en a Rob, encore une fois, celui qui a terminé le plus rapidement. Il a dormi 7 heures en tout. Donc lui, il était sur une strate de mini-sieste et de sieste de 2 heures. Mais donc tu te réveilles, il est 3h du mat, 3h30. Et là, moi, j'ai un défaut, c'est que autant je sue quand je cours, mais autant je sue énormément après les courses, après les gros efforts physiques, mon corps réagit. Il arrive, je pense, très mal à se thermoréguler. Et donc je suis dans un espèce de sac de couchage en plastoc, bien, mais une sensation de plastique, mais totalement trempé à l'intérieur, dans ce plastique froid trempé,
avec autour de moi tous les éléments de la voiture, métalliques ou en verre, où il y a de l'eau qui dégouline dessus parce que le peu de chaleur et l'asphyxie qu'on est en train de créer avec notre respiration, ça fait comme dans Titanic, grosso modo, mais pas la même ambiance. Euh, et là, en fait, c'est les pires 15 à 20 minutes tous les jours. Je préfère 100 fois le moment où je suis en train de chialer de douleur parce que je cours au 70e kilomètre après 12 ou 13 heures dans la journée sous le soleil. Je préfère 100 fois ce moment-là au moment où je suis dans ce duvet tout nu, le duvet est collé à moi. Tu sais, cette petite, J'aime bien. le Le bruit est assez explicite. Ouais. et tu sais, tu le tires et ça croche à ta peau et ça glisse mal sur ta peau parce que c'est mouillé et froid. Et il faut mettre des fringues. Et la première nuit, t'as pas fait gaffe, tu les as laissés sur le bord. Si tu t'es dit que c'était une bonne idée de les mettre sur le bord de la fenêtre du pick-up, et donc ils sont mouillés et froids aussi. Et donc c'est le pire moment, t'enfiles tes fringues. Donc la stratégie de l'oignon, c'est ça, j'ai pu lire. Non. Stratégie de l'oignon, exactement. Parce que tu sors et là il fait vraiment froid, c'est-à-dire qu'il gèle grosso modo. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je pensais que le froid sec que j'avais connu moi à Montréal avait une sensation moins terrible que le froid humide. Mais là, ça a beau être sec, dehors, tu as une sensation de. En fait, c'est peut-être le vide qui donne cette sensation de froid absolu et le vent. Mais je suis obligé, donc, à partir du jour 3, ce que je mettrai tous les jours, c'est des chaussettes assez chaudes, des grosses chaussures, caleçons, double short, pantalon entier, un t-shirt Double manche short, longue. ça sert à quoi? Double short, je sais pas, c'est Salomon qui m'a fait ça. Ok. Ils sont bien. En vrai, ils sont bien. Non, je crois qu'il y a des shorts avec caleçons intégrés. Ok, ok. Ils sont plutôt pas mal, mais ils te tiennent, ils sont bien proches du corps. C'est plutôt assez agréable et assez long sur le genou. Attends, on dirait que je fais la description, quoi. Assez long sur le genou, plutôt proche du corps. Et pour la Ce modique short, somme de 119,95 €. Exactement. Et 4800 pesos chiliens, forcément, parce que j'ai encore le taux de traduction. Non, c'est pas ça, beaucoup plus, je pense. Hop, et sur le haut, t-shirt manche longue, veste Bonatti qui est faite pour passer d'école à -6. D'habitude, c'est ce que je mets sur l'UTMB ou quand on part vraiment en montagne. 3 buffs, donc 3 tours de cou, un manteau de ski et 2 paires de gants et ma casquette au-dessus. Et j'ai froid. Et je vais de 4h du matin à 7h du matin courir ou, dans les derniers jours, marcher très 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 vite avec ça, et je vais pas avoir envie de l'enlever avant que le soleil apparaisse. Et quand le soleil apparaît, là, effectivement, j'enlève. Ah non, j'ai le gilet jaune aussi en plus. C'est vrai que j'ai un gilet jaune en plus dessus pour pas me faire écraser par les gentils routiers. Mais donc j'enlève d'abord mon gilet jaune, puis mon manteau de ski, puis une paire de gants, puis un bœuf. Puis, tiens, là, on vient de passer de 7 à 8h30. Je viens d'avoir, pour me réchauffer, pour finir de bien me réchauffer, je prends un café et un bœuf bourguignon, parce que ça fait quand même 3 ou 4 heures que j'avance quand même. Et à partir de 9h, là, tu ne gardes plus que le t-shirt, mais tu gardes le pantalon et tu commences à cacher ton visage de la chaleur. Et à 11h, il fait 40 degrés. Donc, ça va assez vite je suis dans le pire froid et la pire sensation de froid et de tremblement et je n'arrive même pas à articuler et je suis en train d'expliquer à Charlotte avec une voix vraiment à plus réussir à mâcher la mâchoire, à faire fonctionner ma mâchoire, pour lui dire je vais prendre 5 minutes de plus parce que je peux pas là, voilà, et à hurler dans la voiture c'est le pire moment de ma vie. Je dois être frileux en fait, je pense, c'est ça. Je dois être frileux, pourtant je suis pas normalement. Mais oui, quand on me dit wow, la chaleur c'était pas trop dur, ou la semaine d'après je me suis retrouvé sur la Saint-Élion, il me fait ça doit te faire bizarre et tout, ce froid. Mais en fait, les mecs, moi le pire ça a été le froid, ça n'a pas été le chaud. Je demandé ce que tu redoutais le plus avant et puis ce qui s'avérait le plus effroyable. On m'avait dit ouais, tu vas voir, il fait un peu froid la nuit et tout, mais tu te focus soleil, tu te focus soleil, tu pars dans le désert Atacama, tu te dis le vrai problème que je vais rencontrer c'est le soleil, et certes c'est un énorme problème, mais tu t'attends pas à prendre aussi cher sur le froid. Et en plus j'étais équipé, j'étais parti avec un manteau de ski. Le manteau de ski, je m'étais dit tu vas le mettre dans la bagnole les 2-3 moments, je me suis jamais dit tu vas courir 3 ou 4 heures en manteau de ski tous les matins, et pourtant c'était le cas. Donc oui, il y a ce truc là de finalement avoir eu des, comme on a sur la diagonale mais de manière très différente, des grandes différences de température et de météo. Après le process était exactement le même chaque jour, c'est-à-dire que froid, pas bien, la nuit, hop, réveil atroce, hop, manteau de ski, 4 heures, l'oignon, chaleur,
mal de crâne à partir de 13-14 heures, 14-19 heures, mal de crâne, et hop, on recommence après le cycle. Mais donc le cycle est toujours le même au niveau de la température, mais le froid, je m'y faisais pas, hein. Même le dernier matin, c'était devenu atroce. Au final, ça me faisait accélérer ma routine du matin. C'était peut-être ça la petite différence, c'était que pour fuir cet inconfort, la seule manière, c'était justement de sortir de la voiture et d'avancer. Alex, on a, je pense, pas mal couvert le sujet. Ouais. On a juste oublié de regarder la bande-annonce. Bah, très bien, je veux bien On l'avoir. s'est laissé griser par la coupure. J'ai le souvenir d'un passage de 2 ou 3 wagons assez phénoménal, un wagon qui se plonge dans le noir et il arrive à remonter ça, et j'ai le souvenir que c'est une scène d'action qui est assez incroyable. Je crois que j'ai surtout vu le making of en fait de ça. Et oui, et ce froid qui est existant et perpétuel à l'extérieur. Ouais, je l'ai bien quand même la sensation en tête, quoi. Je me souviens plus de la fin d'ailleurs. Il y a un truc spectaculaire à la fin. Je crois que je sais plus ce que c'est. Je crois qu'il crève. Non, ils descendent du train et ils se rendent compte qu'il y a une arnaque. Genre qu'il fait pas si froid ou qu'ils sont pas tout seuls. Enfin, je sais plus, il y a un truc de Il y a genre un là, vieux à la twist, toute fin. Ouais, il y a un ouais. petit pour C'était un Snowpiercer rêve. 2, pour Snowpiercer, les transpersonages font du ski, le 2. Donc, question qui pique, puisqu'on a bouclé la Yes. thématique du froid sur Snowpiercer. Ils ont été obligés de chercher des studios immenses pour aller mettre en place ces faux wagons. Ils sont allés en République tchèque pour ça, qui est le plus grand studio de cinéma d'Europe. Quelle est la longueur de ce studio pour pouvoir caser des wagons comme ça là? Bon, il y a un bon 12 km au moins. Non. C'est plus petit, ouais, je pense que c'est un peu décevant parce que comme sur le truc de Projet X, on a l'impression que c'est un truc énorme, c'est 100 mètres. C'est tout? Putain, ils ont réussi à faire tout ça sur 100 mètres? Alors en fait, ils font un wagon, tu vois, le wagon max il fait 25 mètres. Ouais. Donc tu vois, ils sont pas tous en même temps, mais ils en ont fait 25 différents, ce qui ferait à peu près au total 500 mètres, je crois, à peu près de wagons. Non, mais apparemment tout est tourné là-bas maintenant. Ah ouais, Ouais, c'est l'avenir. parce qu'en fait ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, c'est Prochain TSP peut-être là-bas aussi, dans un hangar. tu sais qu'on en a forcément beaucoup parlé avec Neil, c'est quels sont les autres endroits maintenant que tu as envie de faire, maintenant que tu as exporté ça des US vers le Chili, vers ailleurs. Et en fait, en parlant avec lui, c'est très difficile à organiser, par exemple, sur le même format en Europe. Parce que c'est trop simple en fait en Europe, et effectivement c'est trop simple par rapport à ce qu'on a vécu, ça sera trop simple. Donc c'est faisable totalement, c'est organisable. Oui, je peux te faire un Paris-Lyon, hein, ou un Paris-Marseille, pas de problème, mais voilà. Et, partout tu peux te ravitailler, t'as pas besoin d'avoir assistance. Je suis pas sûr que ça arrive en Europe. Enfin, je dis Ça ça, semble mais logique. Ouais, non, ça se en tient. juin je vais faire un truc avec Niels. Tu veux nous divulgacher la chose? Non, je vais juste donner des mots de code. Donc, dedans, il y aura de l'Allemagne et il y aura des boîtes de nuit. De l'Allemagne? Il y a un lien entre les deux? Il Non, y a le lien entre l'Allemagne et la boîte de nuit, oui. Mais il va se passer quelque chose en juin où je vais participer à quelque chose qui ressemble à un TSP. Enfin, qui est organisé, non organisé par les non-organisateurs du TSP. Si tu te fais arrêter, t'as pas le droit de dire. Exactement. Tout ça, ouais. Et donc, il y aura lieu en Allemagne. Ok, bon. Et il y aura un rapport avec une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'à Noël prochain, on réenregistre un épisode sur lequel tu me racontes cette aventure. J'espère qu'on va le faire avant. Si c'est en juin, j'aurai déjà 12 courses après dans la tête. Alex, 4e thème, je te laisse piocher. Yes. Un jour sans fin avec de souvenirs Bill Murray, si je me plante pas. Absolument. Et Yes. Andy McDowell, dont on se souvient aussi pas mal. Le jour de la marmotte en québécois. Je pense que c'est un des rares films Ouais. que j'appelle plus par son nom québécois. Je trouve ça plus cool, le jour de la marmotte. C'est les cinéphiles qui disent ça. Film de 93, Harold Ramis, qui a aussi fait SOS, Fantôme. Ah, mais Ouais, oui. culte. Logique. Et ils se sont pouillés avec Bill Murray sur tout le film. Ça a été très compliqué. Ils ne sont plus parlés après. Ça a été une sale histoire. Ah ouais. Attends. Ouais. Et Un jour sans fin précède SOS. Après. Non, et après. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, après. L'histoire, donc, c'est Phil Connors, qui est journaliste à la télévision et qui est responsable de la météo, qui part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney, où l'on fête le Groundhog Day, le jour de la marmotte, donc. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui, ensuite à Pittsburgh à cause d'une intempérie, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée qui est celle du 2 février. Alex, tu l'as évoqué un peu juste avant, je pense que tu nous as fait un peu le schéma quand même, mais toi, à quel point tu avais en tout cas en ressenti le sentiment que c'était toujours la même chose qui se répétait infiniment. Alors c'était que 5 jours, mais qui peut-être en ressenti on comptait beaucoup plus. Les journées, elles étaient quand même relativement similaires d'une l'une à l'autre, ou est-ce que par la force des choses, tu arrivais à avoir quand même des nuances, où il y avait des événements qui faisaient que c'était pas exactement précisément tout le temps la même chose, et puis on regardera la bande-annonce après. Quand sur une course, tu avances énormément,
Tu fais beaucoup de kilomètres, que ce soit une Diag, un UTMB, un UT4M, une Lyon-Saint-Élion. Même une Lyon-Saint-Élion, il y a encore peut-être qu'il peut y avoir des similarités. Le décor change, peu importe, mais le décor change. Donc tu as l'impression de bouger, donc tu as l'impression que d'un point de vue spatial et donc temporel aussi, les choses évoluent et que tu n'es pas tout le temps au même endroit. Là, je savais que j'avançais parce que j'avais conscience de la distance, musculairement, en termes de douleur et mentalement. J'avais conscience de ça, mais au final, tout le temps, j'étais au même endroit parce que devant toi, il n'y a rien. Il y a juste une ligne droite interminable. Derrière toi, il n'y a rien, juste une ligne droite interminable. À gauche, il n'y a rien. Parfois, il y a des. Très souvent, j'ai été étonné, il y a des installations électriques dans le désert, mais c'est globalement. Ce qui était cool pour toi, c'était des points de repère. En gros, ça permettait d'avoir des micro-objectifs, c'est ça? Ouais, Pas bah, vraiment. au Ouais. bout d'un moment, enfin, j'ai appris qu'il fallait surtout pas s'en donner, mais au bout d'un moment, c'est oui. Tiens, au 50e piqué que je vois là-bas, parce qu'il y en a 50 que j'arrive encore à avoir, bah, je vais courir jusqu'au 50e au moins. Tiens, j'ai l'impression que si je vois pas le 51e, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit virage, genre de 2 degrés de virage vers la gauche ou vers la droite. Non, mais on est vraiment sur ce délire-là où tout est infini. T'as eu les brumes de chaleur ou pas? T'as vu J'ai ça? eu des brumes de chaleur et ce qui est encore plus troublant, c'est sur la nuit. C'est donc quand on démarre à 4h du matin, machin bidule. Tu vois les lumières des camions au loin. Et le camion au loin, quand tu vois sa lumière et qu'elle met une demi-heure à arriver à toi et que lui, tu sais qu'il est en train de rouler entre 100 et 130 km/h, tu dis ah ouais, en fait là, la ligne droite, c'est au moins 60 bornes, quoi. Et ça, c'est terriblement troublant. Et Mais déprimant? non, parce que moi j'aime ça. Mais je pense qu'en fait, moi, comme les 6 autres participants en solo, on est des aficionados de ça. On adore l'ultra-endurance et on n'a pas peur du truc justement qui est infini, où il faut répéter, répéter, répéter et où il n'y a pas de fin. On adore ce truc-là. C'est pas de fin, trop bien. Vas-y, je peux continuer éternellement. Personne, les congés, c'est bon. J'ai pas besoin de revenir à la vie, etc. Et c'est ça le truc du cycle. C'est ce qui s'est passé. Finalement, dès le premier jour, étonnamment, alors que le cycle n'était pas déjà ancré, j'étais déjà dedans et j'en étais déjà à me dire en fait putain, tous les jours ça va être exactement comme ça. Tous les jours, ce que je suis en train de faire, bah, ça va devenir mon protocole et ça va devenir mon séquençage de ma morning routine. Là, tous les mecs sur LinkedIn qui t'expliquent ça. Je suis sûr que Ton toi, en masque au plus, concombre, ouais. peut-être si on fouille dans ton profil, peut-être qu'on peut en trouver une. Non, Franchement pas. Ah, t'as À jamais part posté aller un truc comme courir. ça? Non, 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 vraiment pas. Là. Ah, j'ai Ouais. peur. Mm. Tu sais, le séquençage de la matinée où ils t'expliquent toutes les 10 minutes qu'est-ce qu'ils font pour que leur journée commence. Mais moi, c'était comme ça, mais moi, toute la journée, avec une grosse partie dans la journée qui était quand même courir dans une ligne droite. Et donc, avec peu de rappeurs spatio-temporels qui changent. Et le soleil reste très longtemps haut. Et le moment où il est bas, bah, ça se lève, c'est relativement rapide. Ça se couche, c'est relativement rapide. Mais c'est tout le temps la même chose. Donc, ouais, la sensation de jour sans fin, elle s'est créée alors que le premier schedule de répétition, le premier template de répétition, le premier modèle n'avait même pas encore T'as remplacé terminé, un mot quoi. anglais par mot anglais, c'est pas mal. Ouais, grave. Schedule, c'est en plus. Ouais. Putain, maintenant Par ça me vient template. plus facilement Ouais. en anglais, tu vois. En plus, les gens l'ont vu. Fais-le en espagnol pour voir ça. C'est complexifié. La temporalidad de la hora, aucune idée. Ouais, Mais donc, t'avais un schéma qui se répétait. mais ouais, c'est un schéma qui se répétait tout le temps. Et au bout du jour 3, en fait, ça m'était agréable parce que ça y est, j'avais compris. C'est exactement comme le fait que moi, j'adore refaire les mêmes cours chaque année parce que je connais, maintenant j'ai des facilités, etc. Parce qu'il y a de la connaissance. Et donc, chaque année, je peux rajouter plus de moi dans ce que je fais parce que justement, l'univers qui est autour de moi est connu et facile d'approche. Là, c'est exactement pareil, mais sur un aspect temporel, je peux mieux gérer mon séquencement, le moment où ça va pas bien le matin. Plus ça avançait, plus le jour 5 approchait, plus le dernier créneau de matin se répétait, et plus je me disais, ok, tu peux le rétrécir, ce truc-là, parce que tu sais exactement comment ça va se passer. Et tu le vois dans ces films souvent, où il y en a 2-3 comme ce film-là, où très souvent la mécanique, c'est, ok, je vais changer quelque chose pour pouvoir atteindre, la première fois ça n'a pas marché, mais je vais changer un truc dans la mécanique pour que je puisse atteindre soit la sortie, soit l'objectif que j'avais dès le départ. Et au final, moi, j'avais un petit peu ce truc-là, mais très étonnamment, à partir du jour 4 ou du jour 5, avec Charlotte, on s'est dit, c'est en train de passer très vite.
On en profite à 2000% de ce qu'on vit, mais on est presque déjà au bout. Et moi, j'avais la sensation que jamais ça allait s'arrêter, mais que ça m'allait très bien. C'était ça ta vie finalement. Ta vie, c'est te réveiller tous les jours à 4h du mat, te sentir pas bien, avoir 4 sandwichs au Nutella préparés par Charlotte, mettre ton manteau de ski, ton pantalon, tes 2 paires de gants, partir marcher pendant 3 heures avant que le soleil se lève, te prendre 15 heures de soleil sur la tronche, essayer de gérer comme un mal comme un bien, avoir un gros trou d'air à un moment de la journée, refaire 3 ou 4 heures pour terminer à 18-19 heures, te recoucher, faire la mécanique de se laver, se remettre dans la bagnole, être pas bien et ça redémarre. Et finalement, ça m'allait ce rythme de vie. T'arrives à isoler des moments un peu d'émerveillement dans cette journée-là, ou est-ce que c'est l'ensemble finalement, le principe et l'idée qui t'excite et qui te va bien, ou est-ce que dans tout ce que tu dis là, qui a l'air quand même assez compliqué à vivre, tu vois, qui te pousse en plein d'entranchements, est-ce qu'il y a des moments d'émerveillement où tu te dis j'ai de la chance d'être là, de vivre ça, ou ce truc-là, c'est magique, ou c'est trop, c'est quand même beaucoup de souffrance et beaucoup de contraintes les souffrances mentales, elles étaient sur les 6 heures avant que ça démarre. Ça va être terrible, ça va être atroce et ça va pas être bien. Et une fois qu'on était dedans, sincèrement, en fait, il y a un truc qui s'est décapsulé, une canette de coca du bonheur qui a fait que était le petit ah. Et moi, ce ah, tu devrais être bruiteur. ouais, grave. Je suis en train de... Ce ah, il a duré 5 jours. J'étais dans le fait de profiter pendant 4 jours. C'était atroce, machin bidule, mais on en a profité et on n'a pas eu besoin de se dire justement profite. Tiens, là c'est vraiment beau ce que tu vois, profites-en. On n'a même pas eu besoin tellement on était en fait en symbiose avec ce qu'on vivait. Et, euh, et quand j'en ai parlé avec les autres concurrents, ils m'ont dit que eux ont vécu la même chose que moi. Donc, ce que je me dis, c'est que au final, c'est juste un conditionnement à être comme ça. Cette course, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait il n'a pas créé une course justement, il a créé un espace d'expression pour les gens qui aiment l'ultra endurance. Et c'est vraiment ça, en fait tu as un espace d'expression temporel qui est 7 jours, t'en fais ce que tu en veux, et généralement les gens qui partent dans ce délire là, dans ce genre d'espace, quand ils en font ce qu'ils en veulent, nous si on nous laisse faire ce qu'on veut, mais c'est juste en fait le moment où on peut être génial parce qu'on on est ce qu'on veut être. Et meilleur moment mentalement parlant, j'avais une sensation d'être à l'endroit où je devais être. Alors que sincèrement, personne n'a à être dans le désert en train de courir au bord d'une autoroute pendant 5 jours. Mais moi, c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien, quoi. Juste avant qu'on passe à la question d'après, j'ai envie quand même de tester sur le bruitage de Canal. Tu sais faire ou pas? Ah, celui-là. Ouais. Ah ouais, non, mais toi, tu fais l'ancien. C'est quoi? Il y en a peut-être un nouveau, non? Non, il était bien celui-là. Il est plus facile, celui que j'ai fait. Mais moi, j'avais le cryptage, parce que moi, c'est le seul que j'ai connu. Alex, on se fait une petite bande-annonce Yes, je suis chaud. pour que ça fasse pas une interview sans fin. Ouais, très bien, très bien. On la recommence en boucle. Ça donne envie, hein? Là, on va parler de Noël. Typiquement, ça, c'est un film que je peux me refaire, ça. Ouais. Bon, moi, je vais peut-être me l'accorder aussi dans les prochains jours. Alex, avant qu'on clôture ces parties-là, ces journées à répétition, est-ce que tu as ressenti beaucoup d'ennui sur ces journées? Est-ce que c'est un sentiment que tu as vécu? Aucun. Jamais? Mais genre 0% d'ennui. Et pourtant, oui, il n'y a pas plus monotone que des lignes droites de 90 bornes. Mais il n'y a eu aucun ennui. Mais après, j'avais aucune inquiétude sur le fait que je n'aurais aucune lassitude. Ça fait maintenant 8 ans que je cours. Sur les 4 dernières années, j'ai passé 1000 heures à courir par an. Et ces 1000 heures, il y en a 700 qui sont à Paris où, grosso modo, je fais exactement la même chose quasiment chaque soir. Donc, j'ai trouvé dans la lassitude. Je cherche encore la lassitude. On va plutôt le présenter comme ça. Je cherche encore la lassitude, mais je l'ai pas trouvée. Et je pense que je la trouverai pas parce que ça me plaît en fait. Ce côté. Je crois qu'on en avait parlé justement de ce côté autiste de parfois répéter les choses que j'avais dans le skateboard, dans le football, avec l'arbre, etc. Les roulettes. Là, non. C'est pas possible de s'embêter quand tu es à l'endroit où tu dois être. C'est impossible. Et dans l'introspection, est-ce que tu as été plus loin que jamais?
Je suis de moins en moins en fait, je trouve. Au début, j'arrivais à complètement sortir de moi, à vivre d'autres expériences que ce que j'étais en train de vivre. Et là, en fait, vu qu'il y a quand même une gestion de que si tu te déconcentres, c'est pas une racine ou un pavé que tu vas louper, c'est un camion que tu vas te prendre à 130 et ça va s'arrêter là l'aventure. Et donc, vu que j'avais pas envie que l'aventure s'arrête là et que tu es quand même obligé de complètement tout le temps penser à des choses, oui. Et les rares moments où je partais même dans le désert où il y avait plus rien à part moi-même, en fait, je ne pensais que à comment il faut que je me sorte de ce moment de la coupe que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Alex. On a bouclé la boucle là aussi sur ces journées à répétition. Non, elle est bien, Non. elle est bien. Ah, Non, ça va, elle est bien, elle ah, est bien. ok. Je te propose une question typique, évidemment. On va pas se Ok. quitter comme ça, ce serait trop dommage. À ton avis, combien de journées il a réellement vécu, Bill Murray, dans le film? Combien de fois? Combien de journées différentes se répètent? Film de Noël, donc max 1h20. Allez. Alors, partiellement ou intégralement, voilà. Combien il y a des gens qui sont amusés à compter? Et après, je vais t'apporter une autre information 16, complémentaire. 16. 38. Ah ouais, quand même, putain, ils ont réussi à le faire rapide. Mais voilà, le réalisateur qui a été interrogé sur le sujet a fini par admettre que son personnage était bien resté bloqué entre 30 et 40 ans dans cette boucle temporelle, confirmant ainsi voilà, les calculs qui avaient été faits par notamment certains médias. En fait, ils ont pris en compte la réalité des choses, tu vois. Donc, dans le film, il a vu 100 fois Heidi 2, donc le temps que ça prendrait. Ok. Il est devenu un prodige de piano. Combien de temps ça prendrait pour être un prodige de piano? Donc, ça, voilà. On estime qu'il aurait vécu 12 403 fois cette journée, ce qui est l'équivalent de 34 ans. C'est précis, hein, Voilà. franchement. Putain, j'adore, moi, en fait, je suis passionné par les mecs qui sont assez Qui ont- fous pour compter ça. Qui ont peu de vie, probablement. Je sais pas, non, il Non, faut être en juste. tout cas, Faut, un peu geek. Allez, Ouais, non, mais voilà, moi je consacre 3 heures à courir par jour. c'est vrai. Si j'ai consacré à compter On le juge nombre pas. d'heures. On juge pas. Bon, deux petites anecdotes bonus. Il s'est fait mordre 2 fois par des marmottes pendant le film. Donc, pas de bol. Il a dû se faire vacciner contre la rage. Et chose qui est assez insoupçonnable, le film s'est tourné très largement en été. Donc, t'imagines à peu près ce qu'on a dû faire pour recréer la neige artificielle, Oui, etc. Parce qu'on c'est est dans très une mal ambiance. fait. Ouais, voilà. C'est très mal fait. Mais c'est globalement l'été. Il a fait assez chaud. Voilà, c'en est fini de ce 4e chapitre. On va ouvrir le 5e qu'on a déjà pas mal abordé tout à l'heure. Je te laisse nous le dévoiler. Un film de Tarantino, Boulevard de la Mort. Absolument. Film de 2007 avec Kurt Russell et Zoé Bell notamment comme personnages principaux. Je te lis le synopsis rapidement. C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Harlan, ce trio infernal qui vit la nuit attire les regards dans tous les bars et dancing du Texas. C'est ainsi que Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, est sur leurs traces, tapis dans sa voiture indestructible. Tandis que Julia et ses copines sirotent leur bière, Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant. Et c'est le miroir d'un autre film qui s'appelle Planète Terreur, puisque c'était un double programme qui s'appelle Grindhouse, et les deux films étaient proposés en miroir, et dans certains pays ils sont sortis séparément, et dans d'autres ils étaient proposés simultanément. Un petit coup de bande-annonce, Alex? Ouais. Puisque cette fois on y a pensé, surtout moi. Spectaculaire. Ça donne envie aussi, moi je pense qu'il faudrait que je lui donne une deuxième chance. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Alex, tu nous en as parlé, les dangers de la route. J'ai une question sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure. Tu as expliqué que tu voulais pas avoir de camion qui arrive à ta gauche, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai eu un accident sur l'autoroute, moi, il y a quelques années, où je me suis pris un camion. En fait, il y a un camion qui s'est rabattu sur moi à 110 km/h. Je me suis retrouvé à valser devant le camion avec ma petite 206. Enfin, la 207 de mon père plutôt. Feu 207. Feu donc, 207 de mon père. Désolé papa. Mais je suis vivant. Et donc en fait ouais non, le camion s'est rabattu sur moi et m'a expulsé devant lui. Ma voiture est partie donc en mode contresens sur l'autoroute et là je me suis pris une autre voiture de face. Donc tu vois, j'ai eu la sensation de mort imminente. J'en ai eu 3 de sensations de mort imminente. Là et 2 fois avec Beaufort Annecy. Avec Loïc dans une falaise cet été. Donc là j'en suis à 3. Si ça peut s'arrêter là, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Mais donc ouais, depuis ce jour-là, en fait, dès que j'ai un camion ou un gros véhicule qui est à ma gauche dans mon angle mort et que je le vois apparaître, j'ai l'impression de revivre cette sensation du camion qui arrive, mais tiens, il veut me buter là, parce que le camion il est en train de m'écraser. Et donc au Chili ou même dans la vie, mais là au Chili particulièrement, on a passé quand même pas mal d'heures au bord des routes. Et avec ces immenses camions qui roulent pleine balle, et qui très certainement en fait te voient pas. Quand j'étais sur la droite de la route et qui m'arrivait sur la gauche, moi j'en avais des terreurs de pas les voir et d'avoir cette sensation que y en a un qui va dévier ne serait-ce que de 50 cm et c'est pour moi j'existe plus quoi. Donc j'étais obligé de marcher sur la partie gauche.
Et en fait, tu en arrives à un point où, au bout de 7-8 heures de se faire doubler par des camions dans un sens, dans l'autre, etc., tu arrives à identifier, selon la hauteur des phares, quand c'est la nuit, devant ou derrière, à quelle distance il est, quel type de camion ça va être, est-ce que c'est un camion ou un pick-up. Après, c'est le bruit qui va te permettre d'identifier ce que c'est. Est-ce que ça va être un gros camion de transport avec le classique chargement rectangulaire sur le dessus, ou est-ce que c'est un camion qui transporte deux autres camions, ou est-ce que c'est un camion qui transporte des bagnoles, ou c'est un camion qui transporte des grosses bennes remplies de trucs. Et ça, tu le sais parce que le bruit du métal qui transperce l'air est légèrement différent. Et pareil, tu le sais parce que le bruit des pneumatiques est différent selon le type de camion qui va être utilisé. Si c'est un camion de mine, ça va être des pneus qui vont être un peu crantés. Et donc, il va avoir une espèce de séquençage dans la manière de rouler. Donc ça, tu vas l'entendre et tu vas savoir quelle est la taille du camion. Donc, selon la taille du camion, tu sais quelle largeur il prend. Et donc, tu sais, est-ce qu'il va passer près ou très très près de toi. Ça rend parano ou ça se gère, ça? Ça rend fou. Ça rend réellement. Moi, je suis devenu fou et le bruit des camions m'a rendu malade au point où l'autre jour, là, je suis passé sur une voie, à côté d'une voie rapide et j'avais des camions qui passaient à côté et en fait, ça y est, j'ai créé un traumatisme. J'avais déjà un traumatisme routier du fait d'un accident, mais là, j'ai créé un traumatisme des sensations d'avoir des camions à côté de moi. Mais c'est quand on est au point de calculer, ok, donc là je vois que le camion en face il est à peu près à 10 minutes en termes de lumière. Quand je regarde derrière moi, il y en a un qui a l'air d'être aussi à 10 minutes en termes de lumière, mais vu que je vais à 6 km/h, entre 6 et 10 plus vite que lui, est-ce qu'ils vont se croiser? Parce que s'ils se croisent, les deux vont pas pouvoir se décaler par rapport à moi, donc il va falloir que j'anticipe ça. Enfin, t'en es à des points de complètement devenir ma boule de ça, quoi. Et après, tu as la gentillesse des camionneurs qui, quand même, te font le plus souvent un petit signe, puis un petit coup de klaxon Faire le contre-effet qui te imaginé. fait flipper à chaque fois. Ouais. Et donc, quand c'est dans ton sens, tu les anticipes, donc il n'y a pas de problème, tu vois le danger qui arrive. Quand c'est dans ton dos, que tu flippes déjà, que tu n'as pas envie de te retourner parce que tu as mal au dos, ne serait-ce que ça, tu as peur de te faire un faux mouvement ou quoi que ce soit, et qu'il te faut un coup de klaxon, tu pars en terreur totale, quoi. Moi, j'en étais au point, j'hurlais dans le désert. Je ne peux pas le faire au micro parce que je vais exploser les oreilles aussi bien des auditeurs que de preneurs de son. Mais je hurlais de détresse dans le désert. Après que des camions soient passés, essayer de trouver comme la personne doit hurler de détresse au moment où elle sait qu'elle va crever à l'intérieur de la voiture et qu'elle peut plus rien faire. Et en fait, c'est de savoir que tu peux plus rien faire. Ça m'a fait hurler des bruits que je n'aurais jamais hurlé. J'ai déjà hurlé pas mal de fois dans ma vie en soirée, etc. Là, j'ai hurlé des entrailles qui hurlaient pour moi. Et ça, c'était vraiment fou, quoi. Puis ta vulnérabilité, ce que tu disais, elle t'est rappelée quand même avec les hôtels qui sont disposés un peu partout. Enfin, tu as le sentiment d'être une proie et d'être exposé, mais tout te renvoie à ça aussi, quoi. Mais déjà, moi, je suis parti avec un gilet jaune. Les autres coureurs avaient, tu vois, ils avaient déjà fait le TSP aux États-Unis parce qu'ils avaient des espèces de mini gilets jaunes, pas gênants mais voyants. Moi, j'avais le gilet jaune, clairement celui qui a manifesté il y a 3 ou 4 ans partout en France, quoi. Donc, il y a des gens qui manifestent encore. Des gilets jaunes, il y en a encore. Oui, c'est tous les week-ends, j'ai entendu ça l'autre jour. Eh bien, ils sont vaillants. Ils sont vaillants, les gilets jaunes. Ouais, non, mais en fait, voilà, j'avais le gilet jaune et ça te met tout de suite dans l'ambiance de quand pour une course tu achètes un gilet jaune, tu dis ok, c'est parce que en fait c'est ça qui va se passer. On le savait pas, on l'imaginait un petit peu, mais j'imaginais pas à quel point ça allait être tout le temps de la vigilance. Et j'ai le souvenir que moi, il y a la deuxième nuit. Après, j'ai donné à Charlotte la consigne d'essayer de se garer si possible ailleurs parce que ça me déclarait des frayeurs. On se garait jamais trop loin non plus de la route parce que sinon t'es vraiment dans le désert et t'as peur de pas pouvoir repartir avec la bagnole. Elle s'était garée à la sortie d'un virage. Il n'y a pas beaucoup de virages, mais on s'était garé à la sortie d'un virage. Et en fait, t'avais les phares qui éclairaient l'intérieur de la voiture. Et moi, j'avais calculé que s'il y en avait un qui les freins lâchés ou il manquait son virage, il était pour nous, quoi. Donc j'en étais voilà, au point d'imaginer ce genre de truc là. Donc en fait oui, les camions sont des objets de la mort quand tu es dans ce désert là et ils ont beau te faire des petits signes de la main et faire des petites actions sympathiques,
je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'accident sur les 7 coureurs, sur les crews qui sont à côté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a préféré que Charlotte puisse faire des vraies nuits pour qu'elle soit parfaitement consciente, parce qu'elle, elle devait essayer de vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et de redémarrer sur une autoroute pour rouler à pas à 100 km/h, parce que tu essaies de repérer quand même la petite personne qui est au milieu du désert pour essayer de savoir à quel moment tu vas la ravitailler, tout en évitant les camions qui arrivent à 100 ou 200 km/h. Et moi, elle m'a fait pareil des frayeurs où j'entendais des énormes coups de klaxon de camion qui étaient parce que les camions étaient en train de doubler Charlotte et se retrouver en face à face avec d'autres camions. Et tu te dis, ok, en fait, c'est vraiment dangereux et, et et je sais pas, j'ai pas réfléchi à une solution, mais ça, je pense que si un jour je reparticipe à ce TSP Atacama, il faut que je trouve une solution pour éviter ça. Parce que c'est pas aussi désagréable que le froid, mais c'est trop prenant et c'est trop traumatisant. Moi, le froid, là maintenant, c'est bon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Le petit duvet trempé, ça me fait rire. Les camions, je les ai pas oubliés, quoi. Donc à voir la prochaine fois s'il n'y a pas une autre solution pour les éviter, quoi. Merci Alex. On passe à la question qui pique. Yes. Alors, je pense que tu peux avoir la réponse. Tarantino, il a dit qu'il ferait un nombre limité de films dans sa carrière. 8. Il est à 9 Merde. déjà là. Ouais. Ah merde. Il est à 9. 9, oui, donc c'est son dernier, donc c'est le 10e. Il en reste un, absolument. Ah oui, parce que le 8e c'était I Love You Way You Dance Boy. C'est Once Upon a Time in Hollywood? Non. Non, celui-là. Ah, Les 8 salopards. Ouais, absolument. Ou Django. Non. Parce que Django Unchained peut-être. 8 salopards, ouais. c'est le 8e, forcément. Django Unchained? Ouais, Ah, Django. J'ai la liste là. C'était le 7. Django 7, Unchained, ok. c'était avant, ouais. Avant, c'était Inglourious Basterds. Et je crois qu'il a pas compté Groom, un court-métrage qu'il a fait. Ouais, et Kill Bill, il les compte qu'un. 1 pour 2. Ouais, d'accord. Ça triche. Bon, le 10e, il va le faire 10 fois, quoi. Et le 10e, donc, il est censé avoir démarré le tournage là, à l'automne 2023. Il n'y a pas de date connue pour l'instant. Et il pourrait se concentrer sur un critique de cinéma qui travaillait dans un magazine porno à la fin des années 70. Et je vais quand même citer ce qu'a dit Tarantino parce que je ne serais pas étonné que tu puisses dire un truc du genre. Il est fier de ce qu'il a accompli là jusqu'à maintenant. Il veut partir la tête haute. Et donc il dit j'ai travaillé au plus haut de mon art et je veux laisser derrière moi un corpus majeur. Je veux me retirer invaincu. Je pars en fixant mes conditions. Je me dis que si un jour tu arrêtes la course à pied, sans parler de vainqueur ou autre, mais sur les autres notions, ça pourrait te ressembler. C'est génial. C'est dingue, hein? Tout est bon là dans ce qu'il dit. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Et il y a un truc que pourtant je sais pas pourquoi, mais j'y pense souvent. C'est, je crois que l'année où il présente Pulp Fiction, je crois que il est aux Oscars et il tape pas l'Oscar. Il prend la Palme d'Or, mais il tape pas l'Oscar. Je veux pas dire des conneries, mais c'est parce que en face il y a Raging Bull de Scorsese, si je me plante pas, non? C'est pas Scorsese? C'est 15 ans après? Ouais. Attends, et donc il se retrouve avec, quel film? Ouais, c'est pas Raging Bull. C'est forcément Raging Bull. Ah, je pense pas, ça m'étonnerait que ce soit Ouais, la mais même période. face à un de ses films. Ouais, mais donc face à un des films de Tarantino en 80. Non. Donc c'est pas Raging Bull. Non. J'ai plus, mais en fait j'ai le Tarantino qui. Mais ça pourrait être un Scorsese qui soit genre Les Incorruptibles ou quelque chose comme ça, peut-être. Ou c'est. Ouais. Je sais plus. En gros, je vois sa réaction de. Il dit juste. Putain, sous-entendu, genre, je pourrais être le meilleur, mais il y a des mecs qui font des trucs encore mieux que moi et. Bordel, j'admire ce génie ailleurs et qui ne gâche pas mon génie, mais qui doit faire que je dois me dépasser. Indice de proximité, je te l'ai pas demandé sur les 2 derniers là, entre ce film et la réalité de ce que tu as vécu, Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort. On est bien aussi là quand même, non? Ouais, après il y avait quand même vachement plus d'animation dans le film que dans ma réalité. On est sur un 6. C'est une bonne note pour moi. Ouais, moi je suis très exigeant, moi. Un jour sans fin, là on va rembobiner, combien sur 10? Un jour sans fin pour la mécanique, 7. Ok. Et le précédent c'était Transpersonnage. Transpersonnage, on est sur du 2 parce que l'importance de la lutte sociale dans le film est dans mon souvenir super importante. Ouais, c'est vrai. Là où moi il n'y avait vraiment rien du tout dans mon film qui avait un quelque sens social ou quoi que ce soit. C'était vraiment, on était nous dans le désert, on n'avait rien à foutre là. Et il y avait des gens qui vivaient dans le désert. Pour eux, c'est pas l'endroit fait pour courir pour eux. C'était plutôt, je pense que c'était plutôt une insulte à leur façon de vivre cet endroit que de faire ce qu'on a fait. La provoque presque. Oui, je pense que c'était d'une certaine manière la provoquer. Tu le sentais dans le regard des gens qu'il y en avait qui avaient l'air de dire vous êtes fous, mais pas au sens vous êtes fous, c'est génial, mais au sens vous êtes fous. C'est pas l'endroit pour faire ça. Entracte.
Empanadas. Empanadas. Parce qu'il est tard. Je regarde ta montre depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est 22h25, mais en fait, c'est parce que tu as couru 2h25. Ouais. On est dans un jour sans fin, pareil, l'heure n'avance pas, mais non, Exactement. c'est juste, ça fait 2h25 que tu cours. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de premier chiffre avant le 2. Petit entracte, et puis on reprend avec les 5 derniers chapitres qui seront peut-être un peu plus courts. On y Top. va? Let's go, allons manger.